Ça va être énorme, monumental, ça va être grand. Et oui, le retour de Grand Seiko dans Petite Montre entre amis. Morne pleine depuis le mois de mai 2020. Rendez-vous compte, c'était la saison 1 avec Pierre qui nous était venu de Lille. Salut Pierre, qui avait présenté sa Grand Seiko Diver Spring Drive. On a eu aussi Nicolas dans un Duel Time, mais ça n'a pas la même saveur. Regardez Morgane, comme il est beau installé dans le canapé de Petite Montre entre amis. Morgane, c'est un confrère du YouTube Game. Il est présentateur, producteur, animateur, peut-être même humoriste de la chaîne OGN Empires sur le célèbre jeu Age of Empires. Alors les amis, est-ce qu'on va parler d'horlogerie avec la Grand Seiko SGBT 241 de Morgane ou de jeux vidéo? Restez avec nous pour ce nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Morgane, ça va? Ça va et toi Xavier? Je t'appelle Morgane ou je t'appelle Crash Bandicoot, Pikachu? Morgane, ça ira après. Morgane, ça ira. Ben oui les amis, c'est pas la même génération de jeux vidéo. Alors je suis excité comme un dingue. Vous allez le voir les amis. Morgane vient avec une grande Seiko. Ça va être forcément une tuerie en termes de finition et tout ça. Et tu l'as choisi à... Eh oui, la surprise, il l'a choisi à Quartz. Est-ce que tu es venu avec? Bien sûr. Ah, tu t'es souvenu qu'elle était à Quartz? Je me suis souvenu qu'elle était à Quartz, mais du coup, je voyais pas où tu voulais m'emmener, du coup. Mais effectivement, à Quartz. C'est la surprise, les amis. Et ça me faisait plaisir, d'ailleurs, de présenter une montre à Quartz, parce que c'est la seule que j'ai, et il y a plein de choses à dire dessus. C'est la seule à Quartz ou c'est ta seule montre? C'est ma seule montre à Quartz. Vous avez vu, il me l'attend pour que je l'essaye, sans que j'ai besoin de lui demander. Mais est-ce que je peux lui essayer? Je t'en prie. Superbe. Alors, pour le coup, je suis venu avec ma seule et unique Seiko, mais les amis, j'ai un scoop pour vous et pour toi. Les autres sont dans le tuyau. Je le remercie ou je le remercie pas, le bon Johan. Mais j'ai l'impression qu'il m'a filé le virus. Et là, ça va pas m'arranger parce que comme j'ai d'autres problèmes avec beaucoup d'autres marques, là, ça commence à chauffer au niveau du portefeuille. Je peux l'essayer? Je t'en prie. Tu connais la sanction? Il pourrait y avoir un échange, les amis, entre une... Ah, elle est un petit chouïa trop petite, mais elle me va sacrément bien. Entre une Grand Seiko superbe récente et une Seiko vintage. Comment elle te va, la mienne? Eh bien, écoute, je pense qu'en vrai de vrai, j'ose pas la fermer parce que le fermoir... Non, mais vas-y. Hein. C'est de la cam japonaise ou pas, là? Oui, c'est vrai. Alors? Eh bien, écoute... Elle te va bien? Je peux repartir aussi. Et la mienne, elle me va bien? La tienne? Elle te sert un peu, hein. Je pense que là, on va changer le concept. C'est moi qui vais repartir avec deux montres. On a dit que ça allait être un tout petit épisode. Non, ce n'est pas un tout petit poignet. Tu as un poignet de bonne qualité. Merci, monsieur. Ok, superbe. Alors, raconte-nous, parce que j'ai l'impression que c'est un modèle assez récent, ça. Récent, effectivement, sorti en 2018. Ouais. Un modèle anniversaire en édition limitée. Ouais. À 1500 exemplaires. Ouais. Il y a eu deux versions, d'ailleurs, de cet anniversaire. Ce modèle-là, SBGT 241. Oui. Et un autre modèle en biton. J'ai plus la ref, pour le coup. La différence que le modèle en biton, du coup, a que la date. Oui. Et un fond de boîte transparent. Oui. Que j'aurais beaucoup aimé avoir sur celui-ci, pour le coup. Oui. Mais bon, il a fallu faire un choix. C'est ce modèle-là qui m'a le plus tapé dans l'œil, de par justement le fait qu'il soit pas biton. Ouais. Et t'es sûr de ça? Là, je vais le chauffer direct. Dis-moi. C'est le biton qui a fait que l'autre modèle était rédhibitoire, ou c'est celui-ci que tu préférais, et comme en plus l'autre était biton, bah, de toute façon, il n'y avait pas photo. C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. J'ai beaucoup de mal avec le biton. Ouais. Mais tu vois, contrario, une montre qui serait par exemple totalement en or, ou couleur or, ça me poserait aucun problème pour le coup. Ok, je comprends. Alors pour le coup, je bosse un petit peu les amis, hein, même si parfois on a l'impression que c'est pas le cas, parce que là il n'y a pas de cut, hein, j'ai pas la tête qui fait comme ça, avec un truc écrit derrière, où il y a un script, il y a un prompteur. Non, t'as pas dit ce qu'il fallait dire. Hein. Tout ça c'est spontané. J'ai quand même regardé cette histoire de montre anniversaire. Ouais. Et l'autre, qui est biton effectivement, a un look Grand Seiko. Boîtier, anglage, etc. Là, on a des super finitions, ça se voit même de loin, vous verrez avec les plans rapprochés. Toi, ça t'a interpellé, ça, justement, qui sortent pour un anniversaire un boîtier moins Grand Seiko, si on compare avec tout ce qu'il propose. Ou alors, tu t'es dit, justement, c'est ce qui fait sa singularité? Pour être totalement honnête avec toi,
au moment où en tout cas je l'ai choisi et acheté, j'avais pas une grosse connaissance de l'univers Grand Seiko. Donc ce raisonnement-là, je l'ai pas eu si tu veux. Mais le fait est que c'est le modèle qui me plaît le plus. T'as choisi avant tout avec émotion. Exactement. Ok, alors ça c'est la partie, on va dire, on a parlé du look et du style. Hein, tu vois, typiquement dans celle-ci, cette Seiko, qui fait très Seiko, on reconnaît la forme du boîtier, pas tous les anglages de Grand Seiko, la couronne qui est complètement intégrée, souvent Grand Seiko c'est semi-intégré, enfin bref, etc. Qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a séduit, qu'est-ce qui t'a convaincu pour le coup d'aller sur du quartz? Parce que là, tu as dû t'interroger quand même. C'est une très bonne question et c'est pour ça que je voulais présenter cette montre-là. Parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'horlogerie, j'avais tendance à lire de temps en temps, mais pour le coup assez souvent finalement, des commentaires assez, je vais pas dire négatifs, mais peu élogieux envers le quartz. Et du coup, indirectement, ça m'a forgé mon avis sur le fait que les montres automatiques étaient forcément mieux que le quartz, et que le quartz finalement c'était juste une montre avec une pile dedans. Et du coup, quand j'ai vu cette montre-là au premier coup d'œil, esthétiquement, j'ai flashé dessus. Je me suis dit, waouh, super montre et tout, etc. Je vais commencer à creuser le truc. Et quand j'ai vu quartz, ça a été la déception. À tel point que je l'ai complètement délaissé et je ne m'y suis plus intéressé du tout. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est... Attends, en fait, aujourd'hui, tu l'as déjà, tu l'as acheté. Donc, qu'est-ce qui fait? Il y a eu combien de temps entre « Ah là là, elle est à quartz, c'est affreux, c'est horrible » et au final, tu te décides d'y aller? Alors, en fait, combien de temps? Je pense qu'il y a eu au moins une bonne année. Et si tu veux, j'arrive toujours pas d'ailleurs à comprendre comment ça a pu arriver. Un jour, je reçois une notif sur Chrono 24 me disant qu'une annonce pour la SBGT 241 est disponible. Le problème, c'est que je ne mets jamais d'alerte sur des montres que je recherche. Donc, je cherche encore aujourd'hui la raison de comment j'ai pu recevoir cette alerte. Donc, je clique sur l'alerte. Effectivement, il y a une annonce. Et ça ravive un petit peu la flamme qu'il y avait pour les premiers coups d'œil que j'avais eu sur cette montre-là. Et j'ai commencé à me renseigner, à lire des articles sur le mouvement 9F, etc. Et j'ai dit, mais en vrai, déjà le mouvement de base à quartz est quand même assez extraordinaire et assez intéressant de ce point de vue-là. Mais je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle soit à quartz ou en automatique? Elle me plaît, je suis quasiment certain qu'elle me va comme un gant. Achète-la. Ouais. Alors, je pense, moi, alors vous le savez que je suis un amateur de quartz, je suis un amateur de quartz dans ce que ça a amené au chemin de l'horlogerie, à l'histoire, à sa construction, etc. Mais je pense que dans ce que tu dis, il y a deux trucs. Il y a la conclusion, c'est qu'est-ce qu'on s'en fout si elle te plaît. Mais en fait, la réalité, c'est que ce que tu as lu sur le mouvement, là, tu t'es dit, non mais attends, là, c'est pas une marque. Et ça, c'est ma conviction profonde. Dans cette montre, il y a un mouvement très haut de gamme, super bien fini, je passerai les images là, etc., d'une marque qui est au top du top, historiquement, sur la précision des mouvements horlogers à base de quartz. Non pas que leur mouvement mécanique ne le soit pas. Mais donc là, on a une marque qui a décidé pour l'anniversaire, je crois que c'est les 20 ans, 25 ans, 30 ans, 25 ans, de 93. La sortie de leur premier calibre à quartz, qui faisait un bond en termes de précision qui était colossal par rapport aux premières Seiko qui ont été lancées. Ils se sont dit, il faut qu'on sorte quelque chose. Quand dans l'ADN de ta marque, tu es labellisé le meilleur, au sens Seiko, au sens large, sur les montres à quartz, tu es légitime pour dire, moi je vais vous sortir un modèle avec tout l'ADN de la marque, à des petites chouillas en termes de design qui sont différents, donc la qualité de fabrication, la simplicité, la lisibilité, le polissage Zaratsu, ça pétille, c'est merveilleux, le brossage est super, le perlage, etc. Il y en a ni trop peu ni pas assez, tu vois, c'est pas super shiny, mais c'est pas tout terne. Non, c'est vrai. Et eux, ils sont légitimes pour mettre un calibre super bien décoré à quartz dedans, là où d'autres marques ne le sauraient pas. Donc au final, c'est ça qui t'a convaincu. Et pas, elle me plaît, puis si c'est à quartz, c'est pas grave. Non, mais effectivement, c'est encore une fois un mix des deux. Étant en plus de ça très intéressé par tout ce qui est innovation et nouvelles technologies, on en parlera peut-être après, mais avant j'étais formateur IT, ça m'a aussi parlé de ce point de vue-là. Le fait que c'est le mouvement à quartz le plus précis du monde, 5 secondes par an, c'est quand même une belle performance. Et de ce point de vue-là, Alors, le plus précis du monde, s'il n'est pas guidé
par GPS notamment, comme le superbe Seiko Astron que Pierre, un autre Pierre. Moi, franchement, les amis, si vous appelez Pierre, faut que vous veniez sur la chaîne. Hein. Pierre, le premier épisode de la saison 3, avec une Seiko Astron Solar GPS. Salut Pierre, qui pour le coup est encore plus précise, mais plus précise parce qu'elle est aidée de l'extérieur. Tu vois, c'est pas un truc qui est tout seul. Ok. Mais au final, tu l'as acheté sur Chrono 24 ? Ouais, je l'ai acheté sur Chrono 24. Alors, parce que déjà, je pense qu'elle n'est pas, ou plus en tout cas commercialisée, mais c'est à prendre avec des pincettes. Mais il faut savoir que moi, de base, l'expérience boutique, quel que soit le domaine, j'ai horreur de ça. Ouais. Mais là, attends, boutique ou AD ? C'est pareil, tu parles du lieu physique. Je parle de magasin de manière générale, que ce soit pour acheter des pompes ou des montres. J'aime pas ça. Et pourtant, c'est un ancien modeur qui te parle. Ouais. Je sais pas, j'aime pas. Tu te sens pas à l'aise ? Il y a un peu de ça. En tout cas, pour les montres, il y a un peu de ça. Et j'ai tendance à croire que rares sont les fois où le vendeur sera sincère avec moi. Ouais. Donc pour cette raison, je suis plus attaché en tout cas aujourd'hui au parcours boutique, quelle que soit la démarche. Donc tu chines, tu creuses, tu regardes. Exactement, je préfère être autonome, chercher par moi-même et puis après me débrouiller pour acheter en fonction de ce que je peux trouver, quoi. Ok, je comprends. C'est 1500 exemplaires sur celle-ci et puis l'autre, au total ça fait 3000. C'était des éditions boutiques, c'est-à-dire vendues que chez Grand Seiko. Alors, ou c'était vendu chez les distributeurs Grand Seiko? J'en ai aucune idée. Non, je ne sais pas. Pour le coup, encore une fois, c'est pas une donnée qui m'intéresse vraiment. Ok. Mais donc tu l'as acheté au prix. Tu l'as acheté au même prix qu'elle était neuve ou tu l'as acheté moins cher ou comment ça se passe? Il y avait deux annonces sur Chrono 24, mais du coup elles n'étaient même pas référencées de la même manière. C'est-à-dire que l'alerte que j'ai reçue, il y avait donc que celle-ci. Et en cherchant un peu, il y en avait une deuxième qui sortait en tapant autre chose. Il y en avait une donc, qui était vendue par un vendeur particulier en Autriche, je crois qu'il la vendait 3006. Ouais. Et celle-ci, du coup, était vendue au Japon par un professionnel à 2009. Ouais. Bon, je savais que si je prenais le modèle à 2009, j'allais me faire taxer par la douane, de toute façon. Et qu'a priori, ça équivaudrait au prix de l'Autrichien. Et j'ai quand même choisi, du coup, le modèle qui venait du Japon, parce que, professionnel, je me disais, bon, déjà un peu plus sûr de ce point de vue-là. Ouais. Et puis, en termes de prix, il n'y avait pas de réelle différence. Du coup. Bien sûr, bien sûr. Je l'ai payé 2009 avec les frais de douane qui étaient de 20-21%. Ça l'a fait à quasiment au même prix, 3006, 3005. Tu penses qu'il y aurait chez Grand Seiko comme la légende ou la réalité, je ne le sais pas les amis, entre une Seiko japonaise et une Seiko export, il y a des choses comme ça sur ce modèle-là? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Au début, j'avais peur justement que, en prenant le modèle autrichien, je me retrouve sans les jours kanji et juste avec des jours anglophones. Mais en fait, non, il y a les deux en fait, pour le coup. Ok. Il y a les deux dans la même monde, je veux dire. À la fois jour anglais et jour kanji. C'est toi qui choisis. Exactement. Parce que sinon, si c'est jeudi kanji et puis le lendemain c'est Thursday, vous avez vu, je parle anglais, mes amis. Là, il y a un problème, c'est la semaine à 14 jours et là, on n'arrête pas de bosser comme des malades. Parce que la semaine à 14 jours, les amis, ça veut dire qu'on bosse 12 jours sur 14, quoi. Tu vois, si on pense au boss. Ça, c'est clair. Ok. Qu'est-ce qui... Il y a plein de choses à dire sur la profondeur du cadran, évidemment, les reflets, les aiguilles, ça pétille, ça scintille. Là, on est très proche, les amis, de la Grand Seiko GMT que Hugues avait présenté dans des tout premiers battles avec un collectionneur. Donc une super profondeur de cadran, parce qu'il y a un traitement anti-reflet qui est quand même sacrément réussi. C'est quoi le petit détail que tu aimes le plus sur ce cadran? Le cadran. Le cadran lui-même? Le cadran avec... Donc le gaufrage et l'impression? Ouais, exactement. Ça ressemble au petit symbole qu'il y a sur des Seiko, le visuel là. C'est quoi ce visuel-là? En fait, c'est pas le symbole du Seiko Quartz, ça? Non, enfin si tu veux, ils ont noté la référence donc 9F et le GS. Ok. Donc en gros, c'est une succession de 9F GS, 9F GS, 9F GS, imprimé un peu comme sur une espèce de papier peint, tu vois. Ouais. Et là où il y a un truc justement qui est très subtil et qui rend encore une fois la montre à mon sens un peu plus unique, c'est qu'ils ont réussi à caler un 25 dans tout ce mélange de 9F et GS. Il y a un 25 aux alentours de 6h, 5h je crois. La limite, il faudra faire un plan à la caméra ou choper une photo sur internet. Mais il y a un 25 qui est donc utilisé avec la même typographie que le 9F GS, ce qui rend le truc encore plus subtil. Et pour ça, c'est le cadran. Et, Je cherche le 25, les amis, pour voir si Morgane m'a pas fait une ruse.
Alors j'aime l'humour, hein, mais pas à ce point-là. Vous l'avez dit que c'était un humoriste. Normalement, tu l'as vers ces eaux-là. Ouais, non, mais je le vois pas. Peut-être suis-je trahi par mes lunettes ou par mes yeux. À quoi ça correspond la petite étoile là? Eh bien, ça correspond au mouvement justement 9F83 présent dedans, qui est donc le mouvement à quartz le plus précis. Ok. Donc c'est en fait l'anniversaire. Exactement. Ok. Il y a un truc auquel j'ai pensé tout de suite. J'arrive pas à le faire autrement, les amis, que de vous chauffer, etc. Mais je me suis dit, ils ont mis un système de fond de boîte pour l'ouvrir avec une lunette cannelée de Rolex Datejust. Tu vois, je suis désolé. Ok, petit coup de trompette pour les Rolex fans, mais je suis sûr que les autres, eux, ils vont demander un coup de canard pour les Rolex fans, parce que là, je fais un build pour eux, et coup de trompette pour les autres, mais c'est ce à quoi ça m'a fait penser. C'est super original dessous, quoi. Mais le fond de boîte est joli, hein, je trouve. Il est très réussi pour le coup, même si j'ai envie quand même le fond transparent de l'autre modèle Vuitton, donc j'aurais bien voulu l'avoir personnellement. Parce que le mouvement il est très joliment décoré, bien que ce soit un mouvement à quartz, et ça aurait été vachement cool pour le coup. Ouais. T'as vu que t'as un numéro, on ne dit pas lequel, hein, mais c'est un nombre premier. Tu sais que je le connais même pas. Ah ben moi je le connais. Okay. Voilà, c'est un nombre premier, hein, je le vois comme ça, et il n'est pas divisible par 2. Il n'est pas divisible par 3, puisque la somme de tous les numéros n'est pas divisible par 3. Il ne finit pas par 0, il ne finit pas par 5, les amis. Donc il est divisible par lui-même, ou par 1, donc c'est un nombre premier. Moi j'aime bien quand il y a des choses numérotées, quand c'est un nombre premier. Hein. Et il me regarde avec des gros yeux comme ça, comme si j'étais ma boule, mais bon, chacun son truc. Hein. C'est surtout que je suis pas à l'aise avec les chiffres, donc là tu commençais doucement à me perdre. Ah ouais. Alors, les amis, remarqué, je suis venu une heure avant. Hein. Ouais, mais bien sûr, on a rendez-vous à 14h30, il me dit à 13h30 je suis là. Ouais, ok, ça marche. Bon, il connaît le quartier maintenant. Hein. Ok, donc le cadran, je suis d'accord avec toi, est extrêmement intéressant. J'espère que vous le verrez sur les images. C'est pas toujours facile d'essayer de rendre hommage quand même aux montres, mais c'est vrai qu'il y a un traitement anti-reflet qui fait qu'on rentre vraiment dans le cadran. Ouais. Bon. Est-ce qu'on peut dire après qu'on a tout ce qui fait les index et les aiguilles Grand Seiko, hein, avec facetté, polymiroir, etc. C'est vraiment beau. Si je peux me permettre, du coup, je découvre moi le polissage Zaratsu avec cette montre-là, du coup. Ouais. On me l'avait vendu comme étant quelque chose d'assez incroyable. Et c'est vrai que ça l'est, parce que sous certains angles, certains jeux de lumière, tu as l'impression limite que c'est de l'or blanc. C'est totalement dingue, je trouve. Oui. Je m'étais fait cette remarque avec Hugues. Est-ce qu'on est d'accord? L'or blanc, c'est difficile à spotter, hein, sauf si on tient la montre parce que c'est plus lourd. Mais l'or blanc ou l'or gris, c'est un petit peu plus gris, un petit peu plus jaune que de l'acier. Ouais. Et là, c'est exactement ce qu'on a. Ouais. Et je pense que ça vient je vais l'appeler perlage, hein, mais qui a un brossage extrêmement fin, qui est à la limite du polymiroir, mais il n'est pas polymiroir, donc il est extrêmement doux. Ouais, franchement, c'est réussi. C'est réussi. Alors, je lui disais, pendant qu'on était en train de préparer l'enregistrement, que moi, je ne suis pas un grand fan du D-Date. J'en ai quelques-unes, Omega notamment, mais je suis pas super fan. Je trouve que ça déséquilibre un petit peu. Tu vois, moi, pour le coup, alors, j'aurais été probablement plus tenté par l'autre. Alors maintenant, effectivement, elle est en biton, mais quand j'avais regardé, ça ne m'avait pas spécialement heurté le fait qu'elle soit en biton. En fait, si tu veux, je partage un peu ton point de vue, mais déjà, je trouve que le guichet est très bien intégré. Il y a un espèce de petit biseautage aussi au niveau du rectangle qui rend le truc vachement cool. Ouais. Mais tu vois, le fait d'avoir les jours en kanji, ça vient apporter une certaine cohérence à la montre et à l'histoire de Grand Seiko. Et perso, ça me déplaît pas du tout. Même si je suis d'accord avec toi sur le côté asymétrique, c'est vrai que ça casse un peu l'équilibre du cadran. Mais le fait de gagner les jours en kanji, ça crée une espèce d'univers autour de tout ça et j'aime beaucoup. Perso. Ouais. Alors pour le coup, c'est bien. Ouais, ça, c'est vraiment le sujet de discussion. C'est pas que le D-Date, la fonction D-Date me déplaise, c'est que la façon avec laquelle c'est fait, c'est-à-dire très souvent, l'un à côté de l'autre, comme ça, à 3 heures, je trouve pas ça d'être toujours extrêmement harmonieux comme approche. Et alors pour le coup en kanji, donc kanji j'imagine que c'est le nom de la langue japonaise, on ne dit pas japonais mais kanji, probablement, je ne sais pas.
Il pourrait y avoir, mais il ne me semble pas qu'ils le fassent, chez Grand Seiko, d'autres modèles où justement la date est présentée différemment. Ça peut être avec un guichet à 9h, ça peut être à 12h. Non, il n'y a pas ça. Hein. Pas à ma connaissance non plus. Non. Il me semble toujours pas, à 3h. Ouais, il me semble pas. Hein. Parle-nous un petit peu du bracelet qui a l'air, alors évidemment qui est extrêmement bien fini. Et il est assez original parce que tu vois, avec celle-ci, qui est là, on est vraiment sur du grain de riz avec 5 petits grains. Là, on n'en a que 3, qui est en fait... Je peux me tromper, remarque. Je pense que le bracelet jubilé, il est avec 3 inserts, comme ça. Et là, on a l'impression d'avoir un grain de riz à 3, qui fait un bracelet extrêmement original. Parce que c'est ni l'un ni l'autre. Mais le bracelet aussi, pour le coup, ça a été une très grosse découverte, très grosse surprise. Déjà, de base, je ne suis pas trop bracelet acier. J'aime beaucoup les plongeuses. Et les plongeuses, j'aime beaucoup les porter sur des rubbers. Et du coup, bracelet acier de manière générale, bon, je suis pas fan. Mais il s'avère que quand je l'ai acheté, d'ailleurs celle-ci, je l'ai acheté en même temps avec un bracelet de chez Joseph Bonny. Parce que j'avais envie, je me suis dit, bon, je vais pas la laisser sur l'acier, je vais la switcher sur un cuir instantanément. Bon, effectivement, c'est ce que j'ai fait. Mais quelques temps après, je l'ai vite remise sur l'acier parce que le bracelet est d'une très confortable. Je le trouve très joli et très bien fini. Et pour cette raison, j'ai aucune raison de la remettre sur un cuir en fait. Pour moi, cette montre-là, en fait, elle doit se porter sur ce bracelet. C'était un cuir de quelle couleur, Joseph Bonny? Un espèce de gris taupe qui se mariait pour le coup très bien. Ok. Mais du coup, non. Donc, tu as les petits outils, Bergeon ou autres, pour décocher les pompes, etc. Donc, tu as essayé, puis tu t'es dit, ça c'est mieux comme ça. En fait, j'ai aimé les deux, si tu veux. J'ai aimé les deux combos. Mais in fine, à choisir, je préfère largement ce combo-là. Le bracelet acier qui matche très bien avec la couleur du cadran. C'est... Pour moi, c'est un... Je ne vais pas donner l'adjectif tout de suite, mais... Il a envie de donner son adjectif. Voilà. Attendez, c'est toi l'invité, c'est toi qui décides. Hein. Alors, qu'est-ce que tu veux mettre comme adjectif dessus? Elle est maîtrisée. Elle est maîtrisée. Pour moi, il n'y a pas de fausse note. Tout est bien fait. Et on en parlait juste avant d'entendre l'enregistrement. Tu disais que c'était peut-être même déjà des fois trop bien fait. Ouais, alors il y a un petit sondage, y a-t-il un petit sondage en fait? Oui, avec la séquence surprise de tout à l'heure, mais là on pourrait effectivement, j'ai plusieurs fois des possesseurs de Grand Seiko qui passent pas forcément sur la chaîne, mais ils me contactent, on discute, je les croise, je les rencontre, etc. Parfois, et en tout cas de façon suffisamment non négligeable pour qu'on puisse l'évoquer, c'est que c'est tellement bien fini, tellement bien, ça en est quasiment parfait, en fait, qu'on peut se demander si réellement c'est un vrai objet. Et c'est pas simplement un truc, une chimère, c'est pas possible, c'est trop bien fini, etc. Et donc, trop de perfection tue la perfection. Ouais, je comprends le raisonnement, mais personnellement, moi, ça me déplaît pas. Je trouve qu'on est quand même sur quelque chose de très bien équilibré et de très bien maîtrisé. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est pas une marque super récente, elle n'est pas super ancienne non plus, hein. C'est quoi, 1960 Grand Seiko, c'est ça. Quelque chose comme ça. Je serais curieux dans 20 ans, les amis, petite montre entre amis, saison 23, hein, voilà, je serai un petit peu plus vieux, mais je serai là. C'est ça que vous le disiez, je serai là, la saison 23, et Morgan, il aura 20 ans de plus, et il viendra fêter les 20 ans de sa SBGT 241. Je serais curieux de voir des Grand Seiko fabriquée d'aujourd'hui, c'est-à-dire immaculée, parfaite en termes de finition, etc., avec 20 ans dans la gueule. Ouais, je suis d'accord. Ça ressemble à quoi? Ça ressemblera à quoi? Ce sera bonifié ou pas? Je suis d'accord avec toi, c'est une bonne question. On pourrait se dire que c'est finalement un modèle de montre qui est à l'arrêt. Tellement c'est parfait, c'est nickel, ça bouge plus. Alors certes, ça donne l'heure, ce qui est quand même pas mal, les mecs, hein, parce que ça donne pas grand-chose d'autre en termes de fonctionnalité. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on pourrait se demander est-ce que dans 20 ans, le cadran aura peut-être un peu jauni, est-ce qu'on va perdre cet éclat du polissage Zaratsu? Ça c'est sur le côté de la patine, entre guillemets. Hein. Vous savez, le truc qu'on appelle chocolat au lieu de marronasse. Vous voyez ce que je veux dire. Là, je parle de tous les pets que tu lui auras mis. La chemise, le truc, je l'ai fait tomber, je l'ai cogné sur l'évier, sur la bagnole, le truc, etc. Quel impact ça aura pour une montre magnifiquement finie, superbe à tout point de vue, et qui a les stigmates du fait qu'elle ait été portée. Je pense que ce sera intéressant. Franchement, les mecs, est-ce qu'on n'est pas en train de délirer, de parler de ça? Il y a des jours où je me demande si on n'abuse pas un peu, mais c'est quand même sacrément bon. Hein. Non, mais c'est un raisonnement qui, pour le coup, est intéressant.
et qui attise la curiosité, donc on se donne rendez-vous dans 20 ans. Bah ouais, et entre-temps, et déjà peut-être est-ce le cas, honnêtement, même si c'est pas ton karma, la boutique, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, les amis. L'une des dernières boutiques où je suis allé, ça commence à dater, hein, c'était avant le premier confinement, hein, donc non, j'en ai vu d'autres, hein, j'exagère pas, je suis passé chez Grand Seiko à Paris, place Vendôme, c'est quand même sympa de voir tout ce qu'ils ont, etc. Et en fait, c'est pas tellement pour moi, le fait d'être allé en boutique ou non, en fait, c'est que somme toute, Grand Seiko, il n'y a que ceux qui s'intéressent à l'horlogerie qui savent qu'au-dessus de Seiko, il y a Grand Seiko. Ne parlons même pas de Credor. Hein. Credor, nouvelle annonce, une nouvelle fois. Hein. Les Credor fans, les Credor fils, les Credor watch fans, whoever, ils viennent quand ils veulent sur la chaîne. Si tu n'y vas pas chez Grand Seiko, comment tu fais pour savoir qu'ils existent et qu'ils ont des trucs à proposer, tu vois ? À moins d'être curieux et de chercher, effectivement, tu le sais pas. Alors que tu n'as pas besoin d'aller chez Rolex, de toute façon, il n'y en a pas quand il va, mais de toute façon, on te bombarde pour dire qu'ils font plein de trucs, mais il n'y a rien à acheter. C'est ça. C'était facile, hein ? C'était pas piloté, les amis, ça. Hein. Autant, je t'ai dit que j'étais pas fan du parcours boutique et il y a peu de chances que je déroge à cette règle un jour, mais je me suis quand même dit, depuis que j'ai celle-ci, qu'un jour je ferai un saut quand même à la place Vendôme dans la boutique, on ne sait pas. Pour pouvoir rêver un peu et... Non, il y a une règle, c'est qu'on peut jamais dire jamais. D'accord ? Donc, honnêtement, si tu vas à la place Vendôme et que tu te dis « Putain, merde, je suis en train d'acheter une montre en boutique, là, il faut que tu reviennes sur la chaîne direct, tu vois ?» Oui. Moi, je pense qu'on peut jamais dire jamais, de toute façon, surtout dans la vie. Et s'il y a bien un sujet où c'est vrai, c'est vraiment dans l'horlogerie, tu vois ? Oui. Qui sait où on sera demain, après-demain. Demain, tu as des problèmes de blé, de trucs de machin, tu vends toutes tes montres. Toutes celles que tu as vendues, peut-être que tu te diras que celle que tu regrettes le plus, c'est pas celle-là, c'en est une autre, et puis tu repartiras sur autre chose, et ainsi de suite. Ouais, c'est vrai. Mais très franchement, des montres que j'ai, je pense que celle-ci, c'est une des seules que je pourrais pas vendre, je pense. Il y en a deux que je pourrais pas vendre, et celle-ci en fait partie. Eh ben, les amis, on va en savoir plus avec la séquence souvenir pour voir un peu comment il est arrivé à ça et qu'est-ce qu'il a d'autre comme montre. Tiens, je te rends celle-ci. Merci beaucoup. Voilà, effectivement, elle est un tout petit chouïa trop serré, donc vous connaissez le règlement sur le sujet, c'est que s'il faut manipuler le bracelet, le réglage, ça veut dire que c'est pas parfait au niveau de mon bracelet. Donc, je m'en sors bien. Pas d'échange. Il a essayé de me croûter ma 7005 Seiko, 80-20 même, si on veut les chiffres d'après, mais il n'a pas réussi. Quel âge as-tu, Morgane ? 31 ans depuis le 24 décembre. Ouais, t'as vu qu'il est 8h20 sur ton tatouage. Hein. Effectivement, ouais. Ça fait exprès de mettre ça à 8h20 ? Effectivement, 20h20 pour être précis, c'est en référence à 2020. Ouais. Qui pour moi, en tout cas, a été une année très importante puisque c'est là où j'ai commencé à pouvoir vivre de mon activité sur Internet. Super, mais ça veut dire qu'il est tout récent, ton truc ? Ouais, il est récent de... ça doit faire un an que je l'ai, je pense. Les amis, restez avec nous. Je sais pas si on va parler de Defender, Astéroïdes, d'accord, Galaxy, Galaga, je sais pas de quoi on va parler, les amis. Je pense qu'on va parler de Age of Empires après, mais ça, c'est après, les amis. Là, d'abord, on a compris qu'il n'était pas né en 2020. Ouais. Voilà. Et donc, tu es à quel âge ? 31 ans, donc, depuis le 24 décembre. T'es né le jour de Noël, toi. Ouais, on m'appelle Jésus. Quand j'ai les cheveux détachés, je suis Jésus, le sosie de Jésus. Ouais. Fais gaffe. Hein. Les amis, je suis plus âgé que lui, donc je peux me permettre. Hein, mais là, on voit quand même à ce niveau-là du front que ça commence à se dégarnir. Bientôt, tu pourras plus faire Jésus. Hein. Tu pourras faire Bouddha barbu, mais pas Jésus. Hein. Ou un viking. Ou un viking, c'est pas mal du tout. 31 ans. Donc, tu es né en 90. Exactement. La classe internationale. Et oui. Tu te souviens un peu comment tu as démarré avec les montres ? Ouais, ça reste récent, mais je sais que dans mes souvenirs, en tout cas, j'ai eu 2 montres. Ouais. Une quand j'étais en CP, je crois, ou en CE1. Ouais. Donc ça remonte à il y a très longtemps. Et j'avais une montre Roi Lion de Disney. Voilà, je me rappelle de cette montre. T'es le premier à parler de ça. Ben ouais, mais c'est parce que je me rappelle de cette montre sans savoir pourquoi. Ouais. Parce qu'il n'y a pas eu d'événement marquant autour de celle-ci. Hein. Mais j'ai eu cette montre-là, j'en suis sûr et certain. Et quand j'ai eu, je crois, 18 ans ou 19 ans, je me suis acheté une Swatch qui, dans mes souvenirs, est absolument horrible. Mais je l'ai achetée. Elle était noire poli, brillant. Ouais. Mais parce qu'à l'époque, c'était pas des souvenirs qui te l'ont fait acheter. Tu vois, tu l'as acheté parce que tu la trouvais belle. Bah ouais, c'est ça. Et voilà. Comme quoi, on peut jamais dire jamais. C'est vrai, tu as raison. Donc voilà, ça c'est les deux, on va dire, plus vieux souvenirs horlogers que je peux avoir. Ouais. Mais autrement, j'ai commencé à m'y intéresser, je dirais, il y a environ... ça devait être en 2016, je pense. Ouais, donc pendant 10 ans, ouais. Quasiment rien. Non, même rien du tout, hein, finalement. Ouais. Ça a été quoi le déclencheur ? En fait, si tu veux, en 2016, à prendre avec des pincettes, encore une fois, ça peut être 2015 ou 2017, mais je pense vraiment que c'est 2016,
je me suis fait virer d'un job. Ouais. Et dans la foulée, je me suis séparé de mon ancienne copine après 6 ans de relation. Ouais. Et du coup, j'ai entrepris une espèce de phase où j'ai décidé de me reprendre en main, que ça soit professionnellement parlant, mais aussi au niveau du look, etc. Et le fait de changer de look, bah, pour moi, le fait d'avoir une montre faisait partie de ce changement. Ouais. Ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Ouais. Mais je me suis dit, bon, bah vas-y, je vais essayer de m'habiller correctement, de refaire ma garde-robe, mais il me faut une montre. Du coup, bah, j'ai cherché sur Internet ce qui se faisait en termes de montre, qu'est-ce qui existe, etc. Je découvre pour ma montre, je me crée mon petit compte, mais par contre, je parle pas parce que tout le monde me fait peur là-bas. Et du coup, je vois que Bambino, Orient ressort beaucoup pour justement les personnes qui découvrent un peu tout ça. Et je me suis laissé tenter par une petite Orient Bambino V1, pour le coup, que j'ai toujours et que j'aime beaucoup. Pareil, aucune raison de la vendre pour le coup. Celle-ci, je la garderai, je pense, longtemps. Et du coup, j'ai fait une bonne année et demie, je pense, avec cette petite Bambino. Et puis, mine de rien... 250-300 balles? Non, moins cher. Je l'ai eu à 170. Ah ouais. Je l'ai eu à 100... Et je crois qu'elle cote toujours pareil, entre 150 et 170. Donc, une très jolie montre habillée, bien que le bracelet aujourd'hui soit quand même assez moche, je trouve, avec du recul. Ouais. Tu l'as encore? Ouais, bien sûr, je l'ai porté. Elle va la sortir de sa poche, je le sens là. Non. Aïe. Désolé. Tu l'as plus? Si, je l'ai toujours, mais je l'ai... T'as oublié? Ouais, voilà. Il a pas oublié de venir, hein. Il avait 1 heure d'avance, les amis, mais par contre, il a oublié sa Orient Bambino. Tu as vu l'épisode de Petite montre entre amis, saison 1 avec une Mako. Ouais, avec l'Orient Mako 2. Ouais. Les amis, il faut que vous me disiez en commentaire, etc., cette vidéo cartonne grave. Mais c'est normal, je pense. C'est vrai? Ben oui, parce que Orient, c'est, je pense, en tout cas pour toutes les personnes qui s'y intéressent ou qui découvrent l'horlogerie, je pense tombe sur du Orient. La meilleure façon de démarrer? Bah, je pense, ouais. Même moi, aujourd'hui, tu vois, quand j'ai des amis ou des viewers qui me posent des questions sur l'horlogerie, j'ai tendance à orienter vers Orient parce que moi, j'en ai été très content. À tel point que j'ai enchaîné sur une Orient Star quelques mois après, tu vois. Donc, un peu comme après. Une bonne année. Donc, Orient Bambino, Orient Star. Ouais. Et quand on démarre avec Orient, c'était indépendant, ça a été intégré dans le groupe Seiko, mais c'est pas Seiko. Hein. Ouais. Est-ce que quand on démarre et qu'on enchaîne avec une nouvelle Orient, la suite c'est Seiko? Non, la suite, pareil, grosse anecdote, la suite ça a été une Omega Speedmaster Reduced. Ouais. Je sais pas si je te raconte l'anecdote. Tu peux, hein. Ouais, attends, je peux, mais ça se verra, je ne coupe rien. Hein. J'ai peur que ça passe un peu hors sujet, mais non, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est une anecdote assez intéressante. Donc je traîne sur forum à montre, je me renseigne sur plein de modèles différents. Enfin bref, tu connais les débuts, hein. C'est tout et n'importe quoi. Puis je découvre la Speedmaster, montre absolument incroyable en tout cas au premier coup d'œil. Je flash totalement dessus. Je tombe sur une photo sur Instagram, pareil, encore plus, ça accentue encore plus mon amour de la montre. Et je dis, il me la faut. C'est juste pas possible en fait. Donc la noire, hein, vraiment la Reduce simple, hein, pas la Schumacher. Mais oui, mais sauf que moi, quand je regarde les photos, c'est la Speedmaster que je vois, c'est pas la Reduced. Ouais, mais je tu vois où je t'emmène là ou pas? Ça. T'as acheté une Speed pensant que c'était une Speed et c'est une Reduce qui arrive. Ouais. Du coup, j'ai quand même eu un temps de réflexion. Tu te moques là? Non, il est grand cet épisode, les amis, grand. C'est-à-dire, on a une grande Seiko, mais avec une petite Speed. Non, mais en fait, si tu veux, j'ai aucune honte à aborder ce sujet parce que pour moi, ça fait partie de l'apprentissage. Et je trouve ça cool comme anecdote. Attends, il peut y avoir pire quand même, parce que moralité, non mais ça a dû te décevoir. Énormément. Ouais. Énormément, j'ai quand même appris à l'aimer, le fait est qu'à la fin je l'ai revendu. Mais donc, je me renseigne un petit peu, mais faut croire pas assez. Je réfléchis parce qu'en plus ça c'est une sacrée somme. La Reduced, je l'avais acheté 1900 je crois, c'est la première fois que je mettais autant dans une montre. Avant c'était la Orient Star qui m'avait coûté 600. Donc je vais pas te mentir que je balisais un petit peu. Et puis je finis par l'acheter. Chrono 24 encore. Hein. Ça aurait pu te donner envie d'acheter des montres en boutique, ça. Tu vois? Parce que là, ce genre de problème n'existe pas en boutique. Je suis d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. C'est vrai que le raisonnement se tient. Mais du coup, je ne l'ai pas fait, ce raisonnement. Donc tu l'as gardé combien de temps? La Reduced, je l'ai gardée, je sais pas, je dirais 10 mois, entre 10 mois et un an. Elle est super prisée, cette montre. Hein. Combien de fois, les amis, je reçois des contacts par mail sur Instagram ou via la chaîne, etc., sur la Reduced. Il y en a plein des invités où ça fait partie des modèles qui veulent acheter, etc. C'est une super bombe. Effectivement, une Speed en 42, c'est... la lunette est assez fine, donc c'est quand même une grosse montre. Voilà. La Reduced est en 38 de mémoire. 38, ouais. C'est ça. Sauf que dedans, il y a un calibre automatique qui est quand même une tannée à réviser, voire même qui se révise pas. C'est-à-dire quand ça part en sucette, même chez Omega, voilà, les amis, je vous amène sur des infos du terrain.
concrets hein, d'horlogers qui font du vintage. Les speed reduced, ils n'aiment pas trop. Il y en a plein qui tournent comme des horloges, d'accord, mais quand ça part en sucette, comme la pompe à essence Spica sur une Alfa Romeo Montréal, les amis, une tuerie, un V8, un look de malade, une fusée, une caisse de malade, un son de malade. Ouais, mais quand la pompe à essence Spica, elle est HS, c'est une auto qui roulera plus jamais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais. Donc au final, tu l'as revendu. Mais je l'ai parce que du coup, pour finir juste la petite histoire, donc je l'ai acheté, je l'ai reçu, puis au moment où j'ouvre la boîte, je me rends compte qu'il y a un problème. J'ai fait, attends, mais elle est petite, mais elle est pas plus grosse en photo. Allons revoir ça. Donc je regarde, je compare, je fais, mais attends, mais c'est pas la même en fait, c'est quoi ce reduce là? Enfin, ce automatique. Et du coup, je me rends compte qu'effectivement, je me suis planté. Et déçu au début, mais j'ai quand même appris à l'aimer. Et je trouve d'ailleurs que le bracelet acier de la Reduced est beaucoup plus, alors pas quali, mais en tout cas beaucoup plus joli, beaucoup plus réussi que le modèle de la vraie Moonwatch, quoi, pour le coup. Ouais. Qui fait beaucoup plus massif et gros, quoi, pour le coup. Et puis je l'ai revendu finalement, quelques mois après, 10 mois, un an après. Ouais. Et t'as racheté quoi à la place? Eh ben, j'ai racheté une Speed, mais pas une Speed en 41 ou 42, j'ai acheté une Speed First Omega in Space. D'accord, ouais. Que je trouve par contre absolument incroyable. Ouais. Le logo en applique, les aiguilles alpha, j'ai acheté celle-ci. Donc la réédition. Exactement. Exactement. On a eu un Street Watch, les amis, avec Maxime, qui est venu plusieurs fois sur la chaîne et qui nous avait raconté cette montre. Effectivement, elle est plus petite et elle a le boîtier à anse droite, donc avant le boîtier asymétrique, qui est le boîtier de la Moonwatch, au sens celle qui a équipé les astronautes américains. Et donc, tu n'es jamais passé chez Seiko? J'ai une Seiko 5. Quand même. Quand même. Une modée d'ailleurs, accessoirement. Ouais. Puisque, si tu veux, j'avais, pendant un temps en tout cas, beaucoup d'affection pour la Rolex Yachtmaster. Sauf que, moi, chez Rolex, il y a quelque chose qui est rédhibitoire, c'est le Cyclope. Je pense jamais acheter une Rolex, ne serait-ce que pour ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais acheter une petite Seiko 5 modée, façon Yachtmaster. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai celle-ci qui m'arrive de mettre quand notamment je dois aller me salir les mains ou des trucs comme ça. Ouais, c'est bonne l'image. C'est quoi le qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu vois, parce que tu dis, voilà, j'aimais bien la Yachtmaster. Yachtmaster, c'est 8, 9, 10 000 balles neuf, 12, 15, je sais pas, bref, c'est super cher. Pas que ça les vale pas, je rentre pas dans ce débat-là, ça les vaut sûrement, voilà. Qu'est-ce qui fait que tu aimes un modèle et tu vas acheter un autre modèle d'une autre marque que tu fais moder pour ressembler au modèle que tu aimes? Et attends, et je continue ma question parce que c'est la même, comme ça on peut aborder le sujet des montres hommages. Pour moi, les montres hommages, les amis, vous vous montez à vous-même. Voilà, c'est vous, j'aime bien la sub et je m'achète un hommage à la sub. Vous vous montez à vous-même, les mecs. Regardez-vous dans la glace. C'est quoi le ressort psychologique qui fait qu'il y a des gens qui sont intéressés? Et pour moi, si on me répond, et si tu me réponds, c'est une affaire de blé, je dis non, c'est pas une affaire de blé. C'est pas une affaire de blé, c'est plus là où moi en tout cas aujourd'hui j'ai encore ce problème-là, tu vois, mais je m'aperçois que je l'ai gravi au fur et à mesure les paliers, c'est totalement débile. Mais aujourd'hui, tu vois, je pourrais pas mettre 8 000 ou 10 000 balles dans une montre, quand bien même j'ai les fonds, parce que il y a un blocage psychologique qui me dit non, c'est démesuré. Ce qui est totalement débile. J'ai acheté celle-ci à 3 000, plus de 3 000, j'ai acheté une Speed, j'ai plusieurs Omega, ça n'a pas de sens finalement, tu vois le raisonnement que j'ai. Sauf qu'aujourd'hui, je suis encore sujet à ça. Ouais. Et j'ai eu ce blocus-là pour le palier à 3 000, j'ai eu ce blocus-là pour le palier à 5 000. C'est débile, c'est totalement débile. Oui, c'est pas débile, les amis, c'est le chemin. Ouais. C'est la trajectoire horlogère. Quand tu as une Swatch, à l'époque où tu l'as acheté, ça devait être 60 €, même pas, 50 €. Donc c'était 300 francs, 350 francs. Tu as acheté après une Orient à 150 balles, après une autre Orient à 600, 3 trucs, machin, etc. Les amis, petite montre entre amis, saison 10, on aura Morgane avec une montre à 50 000 balles, et je te le souhaite. Et bien oui, si tu peux l'acheter, c'est que tu as les moyens, c'est que tu te fais plaisir, et puis s'il faut la revendre, tu la revends. Ce qui compte, c'est quand tu la reçois, c'est la bonne, parce que quand c'est plus cher, quand même, là, ça commence à piquer, fort, les amis. Non, on apprend de ses erreurs, et maintenant on fait attention, évidemment. Mais effectivement, alors, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que les montres hommages ou les montres qui ressemblent, c'est se mentir à soi-même. Je l'ai appris, ça aussi je l'ai appris à mes dépens. Alors pas avec la Seiko 5, parce que pour moi la Seiko 5,
elle s'inspire un petit peu de la Yachtmaster. À la limite, je t'enverrai une photo si tu veux la montrer aux abonnés. Mais elle reste quand même un petit peu différente, surtout qu'il n'y a pas le cyclope, etc. Donc pour ça, si tu veux, je la mets pas vraiment dans cette catégorie. Par contre, j'ai fait cette démarche, et je t'en avais parlé au téléphone, avec une Maurice Lacroix Econ. Ouais. Et effectivement, là, je me suis menti à moi-même. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce qu'aujourd'hui, cette montre-là, je la porte plus. Elle est dans une boîte, je ne la sors même plus. Elle me fait absolument plus vibrer. Mais pour autant, c'est pas une montre hommage, ça. C'est une montre qui a un certain nombre de spécificités qui ressemblent. Sinon, à ce moment-là, la Tissot PRX Powermatic, on ne sait pas ce que c'est d'autre qu'une montre hommage. La réalité, c'est que la Tissot PRX, c'est la descendante de toutes les séries PR. PR, PR50, PRS, PR516, PR516GL, etc. Il y a l'ADN de Tissot dans ce modèle-là. Donc, il y a la Maurice Lacroix Icon dont tu parles, c'est une Maurice Lacroix ? Oui, c'est ça. Ah ouais. Ok, elle est inspirée, etc. Mais c'est quand même complètement différent d'un modèle Submariner GMT Master 2 dit inspiré. Et en fait, si on passe vite dessus, on ne fait pas gaffe et qu'on ne voit pas qu'il n'y a pas la couronne sur la couronne. Il n'y a pas la couronne comme logo sur la montre, etc. Tu te dis en fait que c'est une Rolex Submariner. Et ça, si c'est pas se mentir à soi-même, c'est quoi? C'est vrai, non, je suis d'accord avec toi. Mais la Maurice Lacroix, je l'ai aussi acheté dans cette démarche-là, vraiment. Ok, Et plus, non, mais que la Seiko Fav Modé. Ouais, mais ça, c'est vachement... C'est vertueux pour tout le monde, en fait, ça. C'est-à-dire que, à un moment ou à un autre, vous mentez pas vous-même. Je vois pas l'intérêt d'acheter... De toute façon, c'est comme acheter quelque chose de faux, de quoi que ce soit. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est un ressort qui, me semble-t-il, est pas le bon. T'es chaud, là, ou pas? Bah ouais, écoute. T'es chaud? Ouais, ça monte en puissance. Ah, les amis, on enchaîne pour le célèbre quiz. Alors... je prends mes fiches. Ben oui, parce que quand même, il faut écrire les questions, sinon ça devient trop compliqué. Et c'est la seule chose, les amis, qui est écrite dans Petite montre entre amis. Alors, je t'ai concocté 1, 2, 3 questions. Je ne sais pas si elles sont difficiles ou pas. Je suis pas un grand connaisseur. Je me cultive. J'achète des bouquins et je voulais vous dire un truc, les amis. J'achète énormément de bouquins sur les marques, d'occasion. Comme ça, c'est intéressant parce qu'un livre écrit en 2000 sur Audemars Piguet, ça ne dit pas du tout la même chose sur Audemars Piguet que ce que ça dit aujourd'hui. Puisque en 2000, la hype, la branchitude et tout ça sur la Royal Oak, c'était pas le cas encore, tu vois. Bien sûr. Et ça permet d'avoir un regard sur le temps qui passe et sur les modèles qui sont différents. Et ben c'est pas facile, si ce n'est impossible, de réellement acheter des bouquins comme ça d'époque sur Seiko, parce qu'il n'y en a pas. Pas compliqué, j'en ai jamais vu. Ok, Jamais. Intéressant, bizarre, parce que pourtant il y a des choses à dire, je pense. Il y a énormément de choses à dire, donc forcément il y a des blogs qui sont cool, il y a Le Calibre qui fait des trucs super sympas, salut les amis du Calibre, Jérémy et Théo, il y a wadoki.me, forcément je me suis un peu appuyé sur ce blog-là pour te trouver des questions. Pour la vidéo de Jérémy d'ailleurs, sur Seiko, là, qui pour le coup est très, T'as vu ça très intéressante. Le Speedy Gonzalez des montres, les amis, il va tellement vite, s'il parle à mon rythme, la vidéo elle est 2 fois plus longue. Allez, on t'embrasse, Jérémy. T'es prêt pour la première question? Ouais. Il n'y a pas d'ordre, hein, donc peut-être que c'est la plus merdique en premier, les amis, mais ça, on n'y peut rien. Alors, le calibre 9F. 9F XX, hein, c'est-à-dire qu'il y en a eu plusieurs séries. Là, tu as le 9F 83. Hein. Il dispose d'un système, la double impulsion. Oui. Pour faire quoi? Chercher l'intrus. Donc, je vais te donner 3 affirmations sur à quoi sert ce système à double impulsion. Et puis, il y a un truc qui n'a aucun rapport. Réponse A. Pour déplacer la trotteuse toutes les demi-secondes. Réponse B. Pour lui permettre d'intégrer le même type d'aiguille que sur les calibres automatiques. Pour lui permettre, réponse C, notamment de changer la date instantanément. Donc sur ces 3 affirmations, qui fait que le calibre Aquartz 9S Grand Seiko a un système à double impulsion, sur ces 3 affirmations que je viens de te citer, l'une est fausse. Réponse A, pour déplacer la trotteuse toutes les demi-secondes. Réponse B, pour lui permettre d'intégrer les mêmes aiguilles que sur des grands Seiko automatiques. Réponse C, pour lui permettre de changer la date instantanément. Réponse A. Donc réponse A, pour déplacer la trotteuse toutes les demi-secondes. Ça, c'est l'intrus.
Ça, c'est l'intrus. Ouais. Si tu regardes sur ta montre, elle se déplace toutes les demi-secondes. Toutes les secondes. Ah oui, bien sûr que c'est l'intrus. Mais au-delà d'être l'intrus, parce que se déplacer toutes les demi-secondes, c'est un peu bizarre. Tu le savais pour les deux autres? Ouais, je le savais. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, il y a deux impulsions, comme tu l'as dit. Mais à l'œil nu, on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule impulsion. Exactement. Ouais. C'est passionnant, les amis, parce que pour le coup, comme vous savez que je suis un amateur de montres à quartz, certes vintage, effectivement, c'est sur le site de Grand Seiko, ça, il l'explique très bien. Ils utilisent sur les grands Seiko exactement les mêmes matériaux pour le cadran, les aiguilles, les boîtiers, etc., pour des modèles automatiques, sauf que le couple d'une montre d'un calibre à quartz, il est tout petit. C'est comme la différence entre un moteur à explosion d'une voiture et un ventilateur. Un ventilateur, à peu de choses près, vous l'arrêtez à la main, il tourne très vite, mais il n'y a pas de couple, il n'y a pas de puissance. Alors qu'un moteur, vous faites laminer le bras. Et quand vous n'avez pas de puissance, faire tourner même des aiguilles en dixièmes de gramme, c'est compliqué. Et donc Grand Seiko met toujours des très longues aiguilles, etc. Ça a du poids, ça a de l'inertie. Et il voulait avoir une montre avec une aiguille des secondes qui ne se déplace pas un peu en bougeant comme ça, parce qu'on a du mal. Et surtout, et ça c'est vrai pour le coup parce que je suis allé vérifier, le changement de date, je ne l'ai pas vérifié sur ta montre, mais le changement de date sur une montre à quartz, il ne se fait pas instantanément. Parce qu'il y a besoin de beaucoup de puissance et d'énergie pour le faire. Ils ont ce tour de force avec ce calibre 9F. C'est ça. Super intéressant. Rendez-vous sur le site de Grand Seiko, il y a toutes ces infos-là. Ça veut dire que tu mènes un 0. Je suis venu une heure avant pour la casquette. Oui, il se rapproche de la casquette, les amis. Alors, bon, il y a toujours une question cadeau, c'était celle-là. Elle était en premier, qu'est-ce que tu veux, Morgane? J'y peux rien. Pas de souci. Alors, en quelle année Grand Seiko a lancé le calibre 9F 83, première d'une longue série des calibres 9F? Réponse A, 1969. Réponse B, 1993. Réponse C, 1999. Il a la banane, il sourit parce qu'il croit savoir. Ouais, le rectus. Alors, je miserais sur le B. 1993, et oui, on va pas faire saliver les amis et les abonnés trop longtemps. On en a parlé, il en a parlé. On va dire que c'était celle-ci qui était cadeau. Ce qui est intéressant quand même, 1969, c'est la date de quoi? C'est la date de la première montre à quartz, si je dis pas de conneries. Exactement. Ouais. Voilà, cadeau de Noël, presque le 24 décembre, le 25. Tout en or, je crois, si je ne Voilà, m'abuse. la Seiko Astron 35 SQ. Honnêtement, conceptuellement, c'est vraiment ce que je recherche dans une collection de montres. C'est les passages importants qui ont marqué l'histoire. Ouais. Franchement, les dernières qui passent, c'est 35-40 000 euros. Elle a été rééditée dernièrement avec le calibre Astron GPS, le même qu'il y a dans la montre que Pierre nous avait présentée. 1999, c'est quoi ça? Chez Grand Seiko? Là, comme ça, je l'ai pas. Lancement du Spring Drive. Ah, oui. Eh ouais. Que je rêverais d'ailleurs de voir en vrai, pour le coup. Ah ouais, Je trouve ça fascinant. Il faut que tu regardes. C'est pas en vrai, c'est du vrai, mais c'est faux parce que tu la touches pas. L'épisode avec Pierre de Petite montre entre amis, saison 1, avec sa Grand Seiko Diver. C'est vrai quand même sur les innovations, ils sont bons, hein, Seiko. Hein. Kinetic, Spring Drive, Solar GPS, ça joue fortement. Les amis, tu mènes 2-0. La casquette, c'est 3-0 obligatoirement, c'est ça? Ah la casquette, c'est 3-0 les amis quand on mène 2-0. Ok, très bien. Voilà. Par contre, quand on est mené 2-0, elle peut être éventuellement à 2-1. Voilà, tu vois. Très bien, toi, tu es dans un cas où c'est comme ça. Après, il y a la prod qui me dit ce qu'il faut faire à l'oreillette. Les amis, un petit truc quand même important, parce qu'on n'en a pas parlé, la 35 SQ, la Seiko Astron qui est sortie, c'était précision plus ou moins 5 secondes par mois. Le coche, c'est plus 4, moins 2, moins 2, plus 4, un truc comme ça. Donc ça veut dire que en 69, ce qu'a sorti Seiko a laminé la quête de précision et de fiabilité de l'industrie suisse, même si les Suisses étaient super forts en quartz, il ne faut pas se leurrer. Hein. Mais il me semble qu'ils étaient un peu à la course du quartz face aux Japonais, justement. Alors, ils étaient très bons. D'ailleurs, le standard des 32 000 et quelques 768 Hertz de fréquence du quartz, ça vient des labos de R&D de Girard Perregaux et pas de Seiko. Donc la norme du quartz, elle vient de chez... voilà. Après,
Il y a un site, je le mettrai au moment de la prod, qui explique des choses passionnantes sur la crise du quartz, qui n'est pas simplement une affaire de technologie, en fait, loin de là. C'est juste que l'organisation de l'industrie horlogère suisse, sous la forme d'établissage, c'est-à-dire de multiples partenaires, avec chacun fait un petit bout, puis après on rajoute les petits bouts, puis après on sort une montre, c'est l'opposé d'une ligne de production industrielle. Et en fait, les Suisses ne suivaient pas sur le sujet. Sinon, technologiquement, ils savaient faire. Première montre électromécanique, les amis, 1953, avec Elgin et Lipp, donc des Américains et des Français, c'est quand même 15 ans avant cette histoire de quartz. Donc c'est en fait une révolution industrielle et pas simplement une révolution de précision du temps. Alors là, c'est ma question préférée. Parce qu'à force, je les oublie, les questions, mais là, je me la remémore. On va se marrer, les amis, ça va être énorme. Quel designer de renom a codifié l'identité stylistique de Grand Seiko? Réponse A, Naoto Oshima. Pas Naruto, hein. Naoto Oshima. Ok. Réponse B, Taro Tanaka. Réponse C, Eiichiro Oda. Et là, on va voir s'il touche sa bille, les amis, parce que là c'est fort. J'ai une idée, mais le truc, c'est que c'est dur d'être sûr de ce... Enfin, les prénoms, c'est dur, quoi. Il n'y a pas que les prénoms qui sont durs en japonais. Je te rappelle que les noms aussi, hein. Ouais, c'est le cumul des deux. Ben oui, mais c'est ce qui explique, j'en parle, je fais juste une petite digression, c'est ce qui explique pourquoi c'est dur, l'horlogerie japonaise. Redis-moi la B, s'il te plaît. Tu vois, Taro Tanaka. Je crois que c'est lui, mais je suis pas sûr. Tu sais, c'est à 3-0. Hein. Je veux dire, si tu prends un but et que sur le match aller-retour, ça fait ex-aequo, tu as pris un but à domicile, l'équipe qui gagne, c'est ton adversaire. Hein. Naoto Oshima, Taro Tanaka, Eiichiro Oda. Je dirais la B sans conviction. La B sans conviction, c'est ton dernier mot. Taro Tanaka, bonne réponse les amis, il est fort, il est bon, il faut savoir gagner. Effectivement, c'est le premier designer, enfin c'est le premier designer, c'est le premier salarié de Seiko ou de Grand Seiko pour le coup, je n'ai pas l'information, qui venait d'une école de design et qui a beaucoup travaillé sur l'identité visuelle, les besoins industriels, qu'est-ce qui fait qu'on peut reconnaître une Grand Seiko. Et pour le coup, le polissage Zaratsu, c'est lui qui a amené ça dans la genèse pour amener de la brillance, des reflets, faire que il n'y ait quasiment aucune surface ronde, mais toujours avec des angles. Ouais. Même si pour le coup, les amis, on en avait parlé, je ne me souviens plus à quel épisode, Zaratsu vient quand même intègre en kanji Salaz, et Salaz, c'est le nom des machines, des lapidaires et tout ça, utilisées pour faire le polissage Zaratsu, et c'est des machines allemandes. Comme quoi, c'est pas uniquement une affaire japonaise. Donc Taro Tanaka, Naoto, pas Naruto, les amis, hein, pour les plus jeunes, n'exagérons pas. Tu dis Naruto? Non, moi je t'avoue que je suis un fan de Dragon Ball. Ah, bah c'est pas super loin. Mais alors, qui c'est Naruto? Qui c'est Naoto Oshima? Je sais pas. C'est le créateur de Sonic. Ok. Le célèbre jeu sur Sega, les amis. Et Eiichiro Oda. Donc, une légende vivante, les amis. Je dis ça, j'en sais rien, parce que c'est pas ce que je lis, mais mon fils lit ça. C'est l'auteur de One Piece. Ok. Peut-être le manga le plus célèbre au monde, ou peut-être de tous les temps, je ne sais pas. Même si pour moi, ça reste Goldorak avec Actarus, les amis, mais on n'est pas de la même génération. Tonnerre d'applaudissements, franchement, Morgane, là, je sens que le prochain live qu'il va faire sur sa chaîne, il va porter la casquette d'Alichous. Regarde ça. Est-elle réglée pour toi? Eh bien, écoute, je sais pas, il y a le chignon qui risque de me bloquer un peu. Non, mais vas-y, parce que si elle te va, tu pars avec. Ah bah de toute façon, je l'ai gagné. Xavier, s'il te plaît. Ah, c'est bon, c'est bon, impeccable, regardez, c'est absolument magnifique. Les amis, on enchaîne pour la séquence suivante, la séquence surprise. Alors, on est avec Morgane, qui nous a parlé de sa superbe Grand Seiko SBGT 241 à quartz. Restez avec nous. On va aller à la rencontre d'un autre modèle à quartz. Une
FP Journe élégante à quartz. Figurez-vous, je te montre de quoi il s'agit. Un modèle en 48 mm, en titanite, un composé déposé par FP Journe de titane avec un traitement à électroplasma. Calibre électromécanique, figure-toi, FP Journe fait une montre à quartz, épaisseur 10,20 mm, extrêmement fine, boîtier tortu, étanche 300 mètres. Montre à quartz, les amis, attention, prix public 2022, 13 500 €, sauf qu'il n'y en a pas dans le réseau de distribution de FP Journe et que j'ai regardé rapidement sur les principales plateformes de vente en ligne d'occasion ou de neuf, elle est à plus de 60 000 €. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il y a des choses que j'aime bien et d'autres que j'aime beaucoup moins. Oui. Si je devais commencer par le moins notamment, c'est la forme du boîtier et le boîtier en lui-même. Je ne sais pas comment on peut appeler ce genre de boîtier. Boîtier tortu. Boîtier tortu. Ça ne me parle pas du tout. Ouais. Je t'avoue que j'ai beaucoup de mal. C'est un grand classique, hein, je vais dire années 30-40, par là, hein, notamment Cartier, Cartier tortu, qui a fait des superbes choses. Donc ça ne te parle pas comme forme de boîtier? Non, 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 du tout. Par contre, il y a des choses que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couronne. Avec, je sais pas, on dirait une espèce de cordage, j'en sais rien. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup les aiguilles, mais qui sont propres à FP Journe pour le coup. Ouais, qu'on reconnaît bien. Il y a d'autres choses qui sont propres à FP Journe là-dessus. La typo, la typographie des index. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La petite seconde à 6 heures, j'aime bien aussi. Je trouve qu'elle est bien intégrée. Ouais. En tout cas, bien placée. Et par contre, c'est pourquoi il a trouvé le cadran. Ouais. Alors ça, pour le coup, ça fait partie d'un des éléments qui est breveté. Donc à 4h30, on voit en fait un petit outil qui ne s'utilise pas, mais qui sert à la montre, puisque la particularité de cette montre FP Journe élégante, qui a au départ été commercialisée en 40 mm. Alors attention, 40 mm, c'est de corne à corne. Hein. Là, on est en 48. 40 mm, au départ, c'était pensé pour une montre pour femmes. Je ne suis pas convaincu de l'histoire de l'intérêt que pour femme ou pas pour femme, je ne comprends pas bien la mécanique, mais en tout cas, c'est une montre. Pourquoi elle est à quartz? Parce que lorsque tu ne l'utilises plus et qu'elle est immobile pendant 35 minutes, elle se met en veille. Ok. Et il n'y a plus qu'un microprocesseur à l'intérieur qui, lui, décompte le temps. Et dès que tu reprends la montre en main, il te le remet à l'heure. Et comment ils font ça? Ben justement, avec ce petit objet, je vais l'appeler objet, device, je ne sais pas trop comment le dire, qui est un détecteur de mouvement, qui fait que la montre sait qu'elle est portée et elle se remet à l'heure. Alors, je vais peut-être dire une énorme connerie, mais il n'y a pas ça aussi chez Seiko? C'est possible, j'en sais rien. Ok, il me semblait que Seiko avait aussi un modèle avec cette fonction-là. Ouais, mais ça aurait été trop facile. En fait. Tu vois, ouais, non, bien sûr. Tu as une grand Seiko bien SBGT 241. Là, l'idée, c'est de découvrir, tu vois, d'autres modèles. Mais du coup, pourquoi le cadran est troué? Bah justement, parce que c'est probablement avec un accélérateur, tu vois, qui est mécanique et non pas électronique. Okay. Dans ton téléphone, tu le prends, il sait qu'il bouge, l'écran s'allume, etc. Bah là, c'est la même chose. Je pense que c'est une façon de voir qu'il se passe quelque chose. D'accord. Et puis, il y a un fond de boîte ouvert, mais là, sur la photo, tu ne l'as pas. Le concept de cette démarche, c'est finalement d'amener une page de magazine à Morgane et de le faire réagir. Mais du coup, je trouve ça dommage quand même d'avoir percé le cadran, surtout ici. On parlait d'asymétrie avec le guichet date tout à l'heure. Là, pour le coup, on est en plein dedans, je trouve. Ça gâche un peu le cadran. Ouais. Mais autrement, j'aime bien la typo, j'aime bien les chiffres, la manière dont ils sont disposés également. Qu'est-ce que ça te dit, FP Journe? Bah, pour moi, c'est un horloger indépendant, de la haute horlogerie. Ouais. Quelque chose, pas d'inaccessible, mais presque quand même. Ouais. Bah, 13 500, c'est cher. Et puis, alors 60 000 sur le marché gris, n'en parlons pas. C'est ça. Qu'est-ce qu'il vient faire dans un univers de technologie avancée, c'est-à-dire complètement à l'opposé de son ADN personnel, à venir sur quelque chose d'électronique, puisque donc à l'intérieur, il y a des circuits intégrés, un microprocesseur, fabriqué en Suisse manifestement, etc. Mais entre guillemets, c'est de l'électronique, quoi.
Alors, sans connaître le bonhomme, hein, mais c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui est passionné de technologie, et que du coup, lier les deux, pour lui, ferait sens. Horlogerie et nouvelle technologie. Ouais, mais ça, c'est pour lui, je suis d'accord avec toi. Mais pour toi, en tant que client potentiel, tu vois, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on se disait sur ta Grand Seiko à quartz? Grand Seiko, il y a 25 ans, il y a 25 ans au moment où tu l'as acheté, ils ont sorti un calibre précis à 10 secondes par an. C'est-à-dire, la Seiko 35 SQ, elle était à 5 secondes par mois. Tu te rends compte l'écart de précision et de fiabilité. Là, on est sur quelque chose qui est également extrêmement précis, mais il n'y a aucune trajectoire technologique de ce point de vue-là chez FP Journe, quoi. Et là, 13 000 balles une montre à quartz chez FP Journe, d'abord ça pique, mais je ne comprends pas bien l'histoire qu'ils cherchent à raconter. Mais je pense que, encore une fois, j'en sais rien, c'est que des suppositions, mais je pense que en faisant ça, il se dit qu'il y a certainement des gens qui s'en foutent, en fait, que ce soit du quartz ou de l'automatique ou pas, tu vois. Et que si la montre, elle plaît à quelqu'un, il l'achètera pour ce qu'elle dégage émotionnellement, et qu'elle soit à quartz ou automatique, ça change rien. Donc je pense qu'il ne s'est pas posé la question, en fait. Hein. Ouais, alors moi, je pense malheureusement qu'il se l'est posé la question. Ok, dis-moi. Ouais. Et c'est là où je trouve que c'est ambigu, voire limite. C'est qu'au départ, ça a été fait, non pas en titanite comme ça, c'est-à-dire avec ce titane qui est sombre, mais en titane tout court, donc assez proche de l'acier, même si ça brille moins, etc. Mais c'était une montre créée pour les femmes. Comme si les femmes n'avaient pas besoin ou n'étaient pas intéressées ou ne voulaient pas ou ne pouvaient pas s'intéresser, entre guillemets, à de l'horlogerie purement mécanique. Ouais. Après, moi, je salue la prise de risque. Parce qu'il fait moins de 1000 montres par an, si ce n'est 500, si ce n'est 600. Venir sur ce terrain-là, c'est sacrément risqué. C'est sorti quand, ça? 2022? Non, ça, c'est le prix. Ah oui, ça, c'est le prix public. Prix public 2022. Non, c'est sorti il y a 3-4 ans. Ok, d'accord. Ouais. Et le bracelet, il est en quelle matière? C'est très curieux, on dirait du tissu. Oui, mais ça, c'est mon imprimante qui fatigue. T'as toute une série de bracelets en caoutchouc de différentes couleurs. Et sur le modèle, on va dire pour femmes, entre guillemets, tu en as en serti de diamant, etc. Chose intéressante, si tu ne l'utilises pas du tout, tu la laisses dans un tiroir, elle a une autonomie en termes d'énergie de 18 ans. Et si tu l'utilises de façon normale, c'est-à-dire, j'imagine que normal, c'est la retirer la nuit, par exemple, et la porter tous les jours, tu as une autonomie de 10 ans. Et ça m'a fait penser, les amis, à la SolarBit, dont on avait parlé dans un épisode de Petite Montre entre amis sur la Cartier Tank Musk, en début de saison 3. Cette montre dont l'énergie provient de l'énergie solaire, qui, au travers des index en chiffres romains de la Cartier, recharge un circuit, on va dire électrique, qui est annoncé pour une durée de vie de 11 ans, mais que ce soit chez Cartier ou chez FP Journe, ils disent pas, ouais, mais il se passe quoi après? Il faut juste l'ouvrir et changer une pile qui est un accu, ou alors c'est un truc plus compliqué. C'est vrai qu'au vu du prix, en tout cas, il serait intéressant de le savoir. Ouais, c'est pas très transparent cette histoire. Est-ce que tu me permets de te dire que j'ai l'impression que tu n'es pas super séduit? Non, parce que je t'ai dit, moi, c'est la forme du boîtier déjà de base qui me rebute énormément. Je pense que le combo de la couleur du bracelet plus la couleur du boîtier fait que j'ai du mal à matcher aussi. Et non, je sais pas, j'arrive pas, non, j'adhère pas. Tu auras une autre couleur. Mais je te jure que même avec une autre couleur, le boîtier pour moi est très problématique. Et pourtant, j'aime bien l'idée du rond dans un pseudo carré, mais non. Les amis, vous pouvez retrouver cette séquence surprise dans la playlist dédiée aux séquences surprises. Si je te dis comment tu la trouves entre j'adore, j'aime, pas terrible et au secours. Là, t'es dans l'avion, t'es dans le train, t'es chez toi, t'es sur un magazine, tu tombes dessus. C'est ça le sujet. J'adore, j'aime, pas terrible, au secours. Pas terrible / pas emballé. Pas terrible donc. Ouais. Les amis, vous pouvez aussi, dans l'onglet communauté, je vous mets le lien en description de cette vidéo, aller voter et dire ce que vous pensez de cette FP Journe élégante. N'oublions pas que la signature de marque de FP Journe, c'est Invenit et Fecit, c'est-à-dire invente et fait, globalement. C'est une vraie innovation, et il fait, donc ça, évidemment, ça mérite énormément de respect pour ce modèle-là, et puis pour tout ce qu'il fait par ailleurs. Puis après, les goûts et les couleurs, manifestement,
Morgane n'a pas accroché. Non. J'ai une question d'ailleurs, Xavier. Ouais. Tes montres à quartz, est-ce que tu les désactives, tu les coupes quand tu les portes pas ou pas? Alors oui, je les coupe quand je peux. Ok. Donc parfois, quand tu tires la couronne, ça arrête le mécanisme. Parce que j'ai lu sur internet des gens qui disaient qu'il fallait le faire, effectivement, Ouais. quand tu les portais pas, et d'autres qui disaient mais non, pas du tout, au contraire, ça laisse rentrer l'humidité, etc. C'est pas une bonne chose. Alors, Je voudrais bien voir ton avis du coup. Ok, ben mon avis, il est sur du quartz vintage. D'accord. Le propre du quartz vintage, c'est que c'est question efficacité en termes de consommation énergétique, c'est une catastrophe. D'accord. Une catastrophe, c'est-à-dire que durée de vie d'une pile sur une Lieb Nauticski ou une Jaeger LeCoultre Master Quartz, c'est moins d'1 an. Ok. Donc, moi qui ai quand même quelques montres, c'est-à-dire que si je les porte chacune de ces montres individuellement 4 fois dans l'année, c'est le bout du monde, je ne vais pas passer ma vie, même si ça m'intéresse de le faire. Voilà. Donc moi, ma reco à moi, c'est de les arrêter, sachant que si tu n'as pas beaucoup de montres, typiquement celle-là, si tu tires la couronne, est-ce qu'elle s'arrête? Ouais. Bon, bah, elle s'arrête, mais tu la portes souvent, Ouais. donc tu as quasiment aucun risque d'avoir les huiles qui sèchent. D'accord, parce qu'elle va quand même tourner régulièrement. que le Donc en mouvement fait, c'est un autre sujet. Surtout que le mouvement est encapsulé, si je dis pas de conneries. donc, Exactement, il ouais. est étanche. Tout Ouais. à fait. Tout à fait. Ok. Les amis, on enchaîne à la séquence suivante. Recto verso. Là, j'ai l'impression que Morgane, il va nous expliquer son schmilblick. Alors, les amis, ça s'appelle OGN Empires. Je dis bien en anglais. Ouais, c'est ça. Age of Empires. Célèbre jeu que je connais de nom auquel je n'ai jamais joué. Et t'as une chaîne. T'es un influenceur. T'as pas qu'une chaîne YouTube. T'es aussi sur d'autres plateformes. Je suis sur Twitch, effectivement. Ouais. Twitch et YouTube, mais mon activité principale se fait sur Twitch. Donc Twitch, ça veut dire que tu fais que des lives. Exactement. Il n'y a pas autre chose que des lives. C'est du direct. Le concept de Twitch, c'est de faire du direct. Et ce que je préfère en tout cas avec les directs, c'est que c'est beaucoup plus spontané. Et tu peux pas faire de nouvelles prises parce que tu t'es raté sur la première. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Comme là, les amis, plus-value. je veux dire, si on coupe un truc, c'est pourquoi? C'est que l'un de nous deux a envie d'aller au stand. C'est que j'ai pas coupé ce qui est arrivé tout à l'heure. J'ai pas coupé le mode avion de mon téléphone avec lequel je filme. Et quand il y a un appel qui arrive, ça coupe l'enregistrement. Donc je suis obligé de me lever, de redémarrer. J'ai un coup de stress, je ne sais pas si j'ai appuyé sur l'enregistrement. Sinon, c'est pas attends, Morgane, dis nous. Est-ce que j'ai bien dit ce qu'il y avait sur le panneau derrière? Non. Ouais. Tu vois? Non, donc, je suis d'accord avec toi, bien là, sûr. tu t'es pas loupé depuis le début. Non, écoute, On ça est se en passe bien. live, Ça se on est passe en bien, live, ça se mec, passe très mais on bien. diffuse en différé. Exactement. Mais pour le coup, tu vois là où je veux en venir. Beaucoup de personnes sur YouTube font de la vidéo post-prod. Ouais. Et du coup, tu peux corriger certains faux pas, etc. Ou même refaire certaines scènes. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le live, c'est que du coup, tout est naturel. Pas tout le temps, hein, malheureusement. Mais dans un Internet aujourd'hui où il y a beaucoup de faux semblants, etc., je trouve que justement dans le live, on trouve beaucoup d'authenticité. Ouais. Et c'est ça qui me fait en tout cas aimer le live. Alors, un live, donc tu fais un live, donc comme ta chaîne sur YouTube s'appelle OGN Empires, Oui. mais ton compte sur Twitch, il s'appelle comment? OGN Empires. Le mec, il a le même nom, il est bon, hein. Il a quand même réfléchi C'est au truc. parce que je suis exclusivement sur un jeu, Ouais. qui est donc effectivement Age of Empires 2. Donc ça a été ma passion pendant longtemps, ce jeu, mais aussi faire des vidéos sur Internet. Ouais. Et Donc puis, quand tu dis ta passion, au sens tu jouais. exactement. Ouais, mais là tu joues encore. Oui, mais je jouais, mais je faisais aussi de la création de contenu. Et ça, c'était aussi ma passion à l'époque. Tu vois, quand je faisais des vidéos tuto, etc., c'était mon hobby. Et effectivement, aujourd'hui, je joue toujours, mais j'ai beaucoup moins de soif de m'améliorer qu'à l'époque. Aujourd'hui, c'est vraiment juste pour divertir les gens, rigoler avec mes viewers, faire des blagues, et surtout organiser des tournois et les commenter. Aujourd'hui, j'ai vraiment cette casquette du commentateur plus que du joueur, finalement. Ok. Et donc tu fais des lives quoi? Tu fais des lives une fois par semaine, 2 fois par semaine. Et comment tu exploites ta chaîne YouTube derrière? Alors, c'est des lives tous les soirs. Tous les soirs? Tous les soirs, sauf exception. Donc là, après l'enregistrement, oh, bah, y a... tu mets ton blouson, tu mets ta casquette, tu rentres là où tu enregistres dans ton studio, machin, etc. Et t'enchaînes sur un live. À 20h, ça va sûrement live, effectivement. Ouais, mais tu vas liver à 20h. Donc 20h tous les soirs? Ouais, quasiment tous les soirs. Vraiment, il peut y avoir Même le dimanche? Ouais. Même le jour de ton anniversaire? Ah bah, dans ce milieu-là, le samedi et le dimanche, c'est les meilleurs jours, hein, pour le coup. Hein. Ok. Donc ça serait dommage de les dodge, entre guillemets. Ouais. Je peux streamer des fois, enfin je peux des fois ne pas streamer si tu veux, mais c'est vraiment parce que soit je suis fatigué ou j'ai pas envie. Ouais, mais le fait de faire des lives tous les soirs, d'accord, c'est quoi la différence entre le live du lundi et le live du mercredi? T'as une ligne éditoriale, il y a un sujet dont tu veux parler ou c'est juste ça se passe comme ça se passe? Alors souvent ça va se passer comme ça se passe. Si tu veux, en fait, j'ai plusieurs contenus en live.
La plupart du temps, c'est je joue avec mes potes, on rigole entre nous, on rigole avec les viewers, on fait des blagues, et c'est un live qui va durer entre 5 à 6 heures. Les amis, petite montre entre amis un jour, 5 et 6 heures. Vous me dites en commentaire si ça vous va. Moi, je suis chaud, hein, mais je sais pas si c'est faisable. Hein. Mais bon, le truc aussi, si tu veux, c'est qu'on a un niveau quand même qui est très très bon sur le jeu. Un niveau que finalement peu de gens ont, parce que c'est un jeu qui est très rigoureux, à haut niveau en tout cas, très dur à atteindre. Et du coup, les gens regardent aussi parce que le niveau, en toute humilité, hein, mais le niveau de jeu est très intéressant à regarder. Donc voilà. Donc ça, c'est les streams entre guillemets. Aujourd'hui, tu es moins bon qu'avant? Ouais, j'ai perdu de fou. Ah ouais? Totalement. T'as pensé à un moment être, entre guillemets, gamer professionnel? Non, pour plusieurs raisons. Alors, j'ai perdu beaucoup de niveaux, notamment par rapport au début, parce que je joue avec beaucoup moins de hargne qu'avant, mais aussi parce que le niveau a considérablement augmenté. Avec le temps, le jeu est devenu de plus en plus populaire, et du coup, il y a eu de plus en plus de nouveaux joueurs, qui eux sont devenus très forts aussi, et du coup, forcément, Qu'est-ce qu'on perd quand on joue pas à un jeu? La vitesse d'exécution ou le mindset pour réfléchir, parce que c'est un jeu de stratégie. Exactement, et les deux, en fait, si tu veux, sont importants. Il faut avoir de la vitesse d'exécution, ce qu'on appelle les APM, actions par minute, mais le decision making est le plus important, puisque c'est un jeu de stratégie. Donc, à haut niveau, si tu veux, aujourd'hui, dans la scène pro, tout le monde a plus ou moins les mêmes APM. D'accord ? Aujourd'hui, on peut les calculer, il y a des logiciels qui le font. Souvent, la moyenne, c'est 100-120 actions par minute à haut niveau. Et des fois, il peut y avoir des pics à 200, par exemple. Mais 120 actions par minute. Ouais, ça veut dire que les mecs, en une minute, ils vont faire 120 actions différentes. Et une action, c'est un raccourci clavier? Exactement, ça peut être prendre le villageois, le mettre sur un arbre, ensuite prendre ton armée, la faire aller là-bas. Enfin, c'est tout un tas de trucs. Ah ouais. Et ça dure combien de temps une partie? En temps réel, ça dure, je dirais, entre 20 et 40 minutes. Ça va dépendre des parties. Ouais, donc 20 minutes à 120 actions par minute, ça fait quand même 240, ça fait 2400 actions. Ça clique beaucoup. Hein. Ah ouais, Ouais. Faut changer le clavier souvent. Quoi. Attends, les claviers sont assez bien optimisés de ce point de vue-là. Hein, ok. pour le coup. Et donc toi, tu organises des compètes maintenant? Exactement. Alors je voulais juste terminer sur quelque chose. Effectivement, au niveau des pros, donc, l'action par minute, si tu veux, elle est quasiment la même à haut niveau. Mais ce qui va surtout les différencier, c'est les prises de décision. À haut niveau, c'est celui qui fait le moins d'erreurs qui va gagner une game du coup. Voilà. Ok. C'est qui les meilleurs à ce jeu-là? C'est surtout du norvégien. Ouais. Le meilleur joueur du monde est norvégien. Ouais. Beaucoup d'asiatiques. Ouais. Les Chinois sont très forts sur ce jeu. Mais est-ce qu'ils sont pas très forts sur tous les jeux? Ils sont surtout forts dans tout ce qu'ils entreprennent, hein, j'ai l'impression. Ouais. Age of Empires, c'est qui l'éditeur? Microsoft. Microsoft. Exactement, c'est une licence qui appartient à Microsoft. Depuis toujours? Depuis toujours. Les studios de développement, eux, par contre, ont changé entre-temps. Mais la licence appartient à Microsoft. Et pour le coup, Age of Empires 2 a 23 ans aujourd'hui. Ah ouais, 23 ans, bientôt, il va falloir sortir une montre Age of Empires pour fêter ça. Les amis, aujourd'hui, non, hier, Microsoft a annoncé avoir acheté Activision pour 65 milliards. Ouais. Les amis, $2, dedans, il y a quand même des tueries en termes de jeu. Est-ce que ça va pas un peu, parce que toi, là, ton jeu Microsoft, même si moi je suis pas gamer, moi j'ai arrêté très tôt en fait, j'ai eu les premières consoles à la maison, Atari, etc., Pong et ces trucs-là, etc., mais les vrais jeux un peu sympas pour l'époque, c'était des jeux d'arcade, donc dans des salles de jeux ou dans les bars. Et puis après, voilà, je suis passé à autre chose au moment où les machines étaient suffisamment puissantes pour avoir les jeux en réseau dans les salles de jeu. Et là, j'étais déjà sorti du jeu. Tu vois, pour moi, Wolfenstein, c'est un jeu en 2D et pas du tout le jeu en 3D. Voilà, donc on est vraiment d'une autre génération de ce point de vue-là. Mais là, le sujet, c'est le cloud gaming. Alors que toi, là, tu joues avec un jeu qui est installé sur ta machine. Il est installé, mais pour le coup, pas avec un CD. C'est du dématérialisé. Ouais. Donc, oui, mais tu ne te connectes pas sur une plateforme. Si, bien sûr, on passe par Steam notamment. Ouais, ok. On passe par Steam. Alors, il y a aussi d'ailleurs la plateforme de Microsoft. Hein. Tu peux directement lancer le jeu depuis le store de Microsoft. Mais c'est quoi, c'est Xbox X, c'est ça le nom de leur truc? Non, c'est... un store aussi pour PC? Ouais, exactement. Ouais, okay. Exactement, et du coup, tu lances ton jeu depuis ces plateformes-là. Et quand on enregistre un tournoi, alors enregistre un tournoi, c'est quoi? C'est sur Steam, l'organisation du tournoi? Comment ça se passe? En fait, si tu veux, les tournois que j'organise, d'ailleurs, j'en organise un dans quelques semaines. Ouais. La plateforme, en vrai, on s'en fiche. Les joueurs ont leur jeu. Moi, je pense à un tournoi avec des règles, des maps, donc des cartes différentes, et un prize pool. Et puis les joueurs s'entraînent sur le map pool, donc le différent pool de cartes. Et puis après,
Après, il y a des gagnants et des perdants. Ok, le Norvégien, il va venir? Alors non, parce que le tournoi que j'organise là, il n'est pas pour les pros, il est pour les semi-pros. Ok. Aujourd'hui, on est sur, à mon sens, un jeu qui a besoin d'être entretenu, et je pense qu'il faut donner des possibilités aux semi-pros justement d'évoluer pour que le jeu, si tu veux, perdure. Ok. Le problème, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'Age of Empires 2 à très haut niveau, c'est très dur, et il n'y a que très peu de joueurs finalement qui peuvent avoir ce niveau-là, en tout cas prétendre l'avoir. Pour te donner une idée, grosso modo, quand on fait des tournois sans restriction, donc ouverts à tout le monde, c'est quasiment toujours les mêmes 4 joueurs qui vont à la fin. Donc c'est un petit peu frustrant, je trouve, parce que du coup, on perd un petit peu le côté surprise. On sait qu'il y aura donc le Norvégien qui ira en finale quasiment tout le temps. Et du coup... Donc toi, ce qui t'intéresse, c'est la Ligue Europa du jeu et non pas la Champions League. C'est ça, en tout cas à organiser. Ouais, mais dans une logique, en fait, de nourrir la communauté et de faire qu'il y ait des jeunes qui s'y mettent, petit 1, puisque c'est un jeu ancien, 2, qui progressent, qui fait qu'à un moment ou un autre, constamment, il y a un vivier de nouveaux joueurs. Et à un moment ou un autre, celui qui est tout en haut, les amis, il est déboulonné et le Norvégien, il va tomber. De toute façon, c'est mécanique. Twitch aide beaucoup à ça d'ailleurs, à justement à trouver des nouveaux joueurs, à garder des jeux en vie. Parce que du coup, il y a des streamers qui diffusent le jeu, les gens découvrent, accrochent ou pas, ils s'y mettent et puis voilà. 2 petites questions pour toi qui peuvent être intéressantes pour tous les amis abonnés. Moi, j'ai un fils qui joue. Quand on est père d'un fils qui joue, on se dit toujours waouh, essaye de pas trop jouer, tu vois. C'est quoi la moyenne d'âge d'un jeu de stratégie comme ça, où le sujet c'est quand même pas de je sors le truc et je bastos tout le monde, quoi. Alors, Age of Empires 2, donc il a 23 ans. La moyenne d'âge, moi, de ma communauté, typiquement, c'est 25-35. Majoritairement, c'est, je crois, à hauteur de, 80%. Tu fais des pics à combien de participants dans tes lives là? Quand tu fais vraiment des bons scores, championnat et tout ça, t'es à combien? 2000 viewers. Ah ouais. J'ai mon record de viewers en simultané, c'est 2600. Puis en viewer unique sur un event. Et toi, tu fais en français? Exclusivement en français. Donc ça veut dire que tu as des confrères qui sont dans d'autres langues? Anglophones, effectivement. Avec des communautés plus importantes? Forcément, tu touches plus de monde en anglais. L'avantage, c'est que moi, en français, j'ai très peu, voire aucune concurrence. Donc, je bénéficie de cette chance, tu vois. Mais effectivement, en anglophone, ils sont 3-4 très gros streamers à se partager le gâteau. Intéressant. Tu disais tout à l'heure, donc tu adresses les semi-pros sur tes tournois avec un prize pool. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à gagner. Exactement, de l'argent. Qu'est-ce que peut gagner un semi-pro en gagnant le tournoi? Là, j'ai réussi à faire sponsoriser le tournoi par Microsoft. Super, et bravo. Du coup, merci. Et du coup, Microsoft nous donne $5500 pour payer les joueurs en fait après le tournoi. C'est cool. Le premier prendrait 2400, je crois, de mémoire. Ah ouais. C'est pas mal. Tu m'étonnes que c'est pas mal. C'est moins que les tournois, ce qu'on appelle les tournois majeurs. Mais justement, un pro, le Norvégien, il ramasse combien quand il gagne? Le dernier gros tournoi qu'il a gagné, il a pris 20 000 balles. Ah ouais, quand même, c'est un ratio de 1 à 10 quasiment. Donc, mais c'est son métier. C'est son métier, et le truc, c'est que le semi-pro, il va s'inscrire aussi à ce tournoi-là, sauf qu'il ne gagnera jamais. Et moi, je veux proposer des tournois où les semi-pros ont une chance de gagner, tu vois. C'est bien pour tout le monde, c'est bien pour eux, c'est bien pour moi, c'est bien pour les viewers, c'est bien pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des équipes Age of Empires comme Gamers Origin, Unity et tout ça? Alors, c'est pas des équipes, c'est plus des clans. Mais il n'y a que très peu de tournois en équipe. Il y en a, des tournois 4v4, il peut y en avoir, même en 3v3, même en 2v2. Mais la majeure partie des tournois, c'est du 1 contre 1. Ok, donc aujourd'hui, c'est ton job? C'est mon job depuis un peu plus d'1 an et demi. J'ai eu beaucoup de chance. Parce que du coup, j'ai toujours streamé depuis très longtemps. J'ai aussi fait beaucoup de vidéos sur YouTube depuis très longtemps, sur Age of Empires 2. J'ai toujours travaillé en parallèle. Et en novembre 2019, Microsoft décide de refaire Age of Empires 2 en définitive édition. Donc avec des graphismes datant d'aujourd'hui, etc. Et le truc, c'est que quand ils ont sorti ce jeu-là, en définitive édition, moi, je suis passé du jour au lendemain, mais vraiment, du jour au lendemain, à un stream de 70 viewers à un stream de 1000 viewers. C'était phénoménal. En fait, grosso modo, en une semaine, je suis passé de 70 à 1000. Tu t'y attendais un peu ou pas? Non. Avec le lancement, quand ils l'ont lancé, tu t'es dit waouh, il se passe un truc, et puis là, tout d'un coup, c'est ça. Age of Empires 2. Oui, mais attends, le jour où ils ont lancé, tu faisais du streaming de l'ancienne version. Oui. Donc tu t'es mis à la nouvelle. Oui. Donc donc il y a eu l'occasion qu'ils faisaient le larron. Ouais, mais si tu veux, jamais de la vie, je m'attendais à ça, parce que Age of Empires 2, effectivement, c'est un jeu, et je pense que dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire, mais qui parle à beaucoup de gens. Et je savais qu'il allait y avoir des joueurs qui allaient le prendre, ce nouveau Age of Empires, pour le côté nostalgique,
mais que ça crée autant d'engouement, jamais. Ouais. Je suis passé. Non, mais ok, tu le pensais pas, mais pour autant, tu étais là. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que les amis ayant un petit peu quand même d'expérience sur la psychologie humaine et notamment dans le monde, dans l'entrepreneuriat, là, avec Morgane, vous avez deux solutions. Soit vous vous dites, quelle chance! Le mec, il faisait des trucs, il avait 50 gugus qui sont dans ses lives, son truc, son machin, et puis à ce moment-là, il y a un truc qui arrive, etc. Mais c'est pas de la chance, les amis, ça. C'est de la perspicacité. Il fait des lives, tu faisais déjà des lives quasiment tous les soirs avec un autre taf au même moment. C'est comme le mec qui trouve un billet de 50 balles par terre. Il y a des gens, ils ont la tête dans la lune toute la journée et ils pourraient passer devant des billets de 50 au sol toute la journée, ils les verraient même pas. Et ben toi, tu as su capter cette opportunité. Et là, pour le coup, moi, je lui dis bravo, parce que ça, c'est vraiment la logique entrepreneuriale. Tu as eu les coronesses, face à ça, de te dire, je vais passer d'une passion sur laquelle je prends un petit billet, tu devais prendre un petit peu de blé à l'époque, avec les dons, avec les tips, avec les Exactement, trucs, ça arrondissait les fins de mois, c'était un petit argent de poche. Voilà, tu vas essayer de gagner ton gagne-pain, donc tu as lâché ton job. Alors, mais pas comme un sauvage. Hein. Oui, mais ok, le process certes, mais tu as décidé de le faire. Oui, en gros, novembre 2020, donc 2019, le jeu sort. Je passe de 100 à 1000 viewers. Je me dis, bon, pas de panique, analysons la situation, fais comme si de rien n'était et vois ce qui se passe. Je laisse couler 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et début mars, fin mars, je viens à gagner plus que quand je travaille, grâce à mes lives. Donc je me dis, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas un coup à jouer Tentons. À l'époque, je travaillais pour une agence qui faisait de l'événementiel, j'étais formateur. Et du coup, je les ai appelés, je leur ai dit, bon, écoutez, ils savaient déjà un peu ce que je faisais sur Internet. Ça m'avait valu d'ailleurs un contrat avec Microsoft. Et je les appelle, je leur dis, bon, écoutez, là, il se passe un truc assez sympa sur Internet, je vais voir ce que je peux faire avec, me proposez plus de contrat, on se tient au courant. Il s'avère qu'on ne s'est jamais rappelé. Ouais. Ça fait 1 an et demi que ça dure. Comment ça marche sur Twitch, la rémunération? Il y a des pubs qui passent, tu as ton live qui est coupé, comment ça marche? Alors, il y a 2 sources majeures, c'est les abonnements payants et les dons. L'abonnement payant, c'est comme sur YouTube. Je sais qu'il y a quelques abonnés, même des invités de la chaîne qui sont abonnés. A priori, donc, il n'y a pas de publicité. C'est ça. Donc l'abonnement payant sur Twitch, c'est pareil, il n'y a pas de pub? Non, exactement. Donc, sinon, il y en a? Sinon, il y en a exactement. Ouais. Je peux même moi décider d'en mettre, mais moi, j'en mets pas personnellement. Et donc, pour que les gens comprennent bien, sur Twitch, on parle d'abonnement payant et de manière générale, sinon, on follow une chaîne, en fait. Voilà. On follow une chaîne comme sur YouTube. Exactement. Ouais. Et donc, c'est les 2 sources de revenus principales. Abonnement payant, plus les dons. Donc, les dons, c'est tout simplement des gens qui décident de faire un don, comme je pourrais te dire, tiens, je te donne 10 balles, par exemple. Okay. Sauf que là, c'est pour me soutenir, parce que les viewers savent que s'il n'y a pas un minimum de rentrée d'argent, je peux plus streamer aussi souvent et proposer les mêmes choses. Donc c'est là où, pour le coup, même si moi j'en fais peu, j'en ai fait quelques-uns des lives, dites-moi si vous voulez qu'on en refasse. J'ai fait un petit sondage, a priori, il y avait peut-être une idée de faire un petit montre entre amis, les amis, en live, diffusé en live et avec du public. Donc t'imagines là, les trucs, tu vas avoir la casquette Morgane et tout ça. Bon, enfin bref, et effectivement, quand il y a des lives, il peut y avoir des tips. Exactement. Mais ça, en fait, le système des tips qui sont dédiés au live, comme Twitch, c'est exclusivement du live. En fait, toi, à chaque fois que tu fais un live, quand les gens passent un bon moment, un truc, ils te filent 1 euro, 2 euros, 10 euros. Et des fois même plus. Et du coup, quand ils le font, il y a une alerte qui pop en plein live, avec le pseudo, le message du gars qui a rédigé du coup un message en même temps qu'il donne l'argent. Et tout ça, ça fédère la communauté. Et tout ça, ça fédère effectivement la communauté, ça crée de la cohésion. Et puis, Dernier truc, je reviens juste sur une question et après on enchaîne. Tu m'as pas répondu sur la tranche d'âge, globalement, de ton audience sur Twitch. Sur Twitch, alors, parce qu'on peut pas le filtrer, ça malheureusement, on sait pas le ressortir. Mais pour en avoir parlé avec mes viewers, souvent ce qui ressort c'est 25-35. Encore 25-35. Ouais. Donc c'est pas les plus jeunes. Non, du tout. Ça, c'est lié au fait que c'est un jeu qui est sorti il y a quand même longtemps. Mais je pense aussi que tu vois, le fait d'avoir une tranche d'âge entre guillemets élevée fait que je peux en vivre aujourd'hui. Ouais, parce que du coup, j'ai pas des ados de 15 ans qui n'ont pas d'argent. Ouais, bien sûr, voilà. bien sûr. Bah écoute, les ados de 15 ans, ils te fileront des tokens de chez Sorare, etc. Et il aura sa NFT. On va sortir la NFT avec Morgane. Et ça, Grand Seiko, SGBT 241, toujours des superbes références chez Grand Seiko. Les amis, on enchaîne sur la dernière séquence. Et oui, c'est comme ça, il faut y aller, ta prochaine montre. Donc là, avec tout le pognon que tu ramènes avec ta chaîne Twitch, etc., tu as identifié quel serait le next step. J'ai bien compris que ce ne sera pas la FP Journe élégante en 48, en titanite.
T'as quelque chose dans le tuyau? Alors, il y a 2 montres qui me font de l'œil. Ouais. Maintenant, je pense que je les achèterai pas avant un petit moment. Ouais. Parce que déjà, il y a le blocage du palier que je t'expliquais tout à l'heure. Ouais. Et je me dis que pour des montants comme ça, il faut vraiment marquer le coup. Et typiquement, ça serait bien de célébrer quelque chose en l'achetant, tu vois, la montre. Ouais, ouais. Il y a une grande Seiko que j'aime beaucoup, la SBGY007. Ouais. Aucun lien avec James Bond pour le coup, on laisse Ouais. ça à Omega. Ouais. Mais pour le coup, celle-ci, elle est incroyable, je trouve. Tu sais quel est le lien entre James Bond et les petites montres entre amis? Je crois qu'on en avait parlé au téléphone, dis-moi. Ah ouais, les amis, bientôt. Ouais. Attention, attention. Un épisode exceptionnel de Petites montres entre amis avec Olivier, un anonyme, qui vient présenter sa Omega Seamaster offerte par Daniel Craig. Et pourquoi? Parce qu'Olivier, c'est le coordinateur des cascades du dernier James Bond, No Time to Die. Et figurez-vous, il n'en a pas qu'une, il en a 2. Et il ne me l'avait pas dit, le bougre. Mais ça, vous le saurez en regardant très très bientôt. Il y aura un petit teasing sur le sujet. Un épisode où honnêtement, on a quasiment plus parlé de cascades, de James Bond et de films d'action avec quelqu'un qui est au centre du sujet des cascades, où il écrit, il coordonne, il fait lui-même les cascades, un truc de malade. Très bientôt sur Petite Montre entre amis. Je te laisse reprendre. Du coup, ouais, la SBJY007, c'est une grande Seiko Spring Drive avec un cadran absolument incroyable. Donc celle-ci me fait beaucoup d'œil. Ouais. C'est 8500, donc Ouais. hors de question. Ouais. Et il y en a une autre aussi qui me fascine plus qu'autre chose, mais encore une fois pour le côté innovation technologique, c'est la Bulgari Octo Finissimo, que je trouve absolument incroyable. Je rêverais de pouvoir la tester, juste la tester pour voir comment elle rend, etc., voir la finesse du produit. Pareil, c'est 14-15 000 balles. Pour le moment, c'est non. C'est totalement non. Je me sens pas prêt. Les amis, il va bientôt y en avoir une de Octo Finissimo, cadran bleu sur la chaîne. Ah là, tu me mais c'est pas sûr. Alors pourquoi c'est pas sûr? Parce que l'ami Raphaël, il a une collection de malades mentales. Il y a des trucs de ouf, dont cette Bulgari Octo Finissimo. J'essaye de le chauffer grave pour qu'il vienne sur la chaîne avec ce modèle-là. Mais c'est l'invité qui choisit de quelle montre il veut parler. Comment il s'appelle? Raphaël. Raphaël, déconne pas, mec. Eh ouais. Eh oui, il déconne pas. Sinon, Morgane, ce soir, dans son live, il va s'occuper de toi et il va te régler ton cas. Tu vas voir. Hein, non, c'est intéressant. Alors, ce que j'aime bien dans ces idées de prochaines montres, c'est que, évidemment, une fois que l'enregistrement est terminé, je vais aller regarder, et comme ça, on va pouvoir partager à l'écran de quoi il s'agit. Autant la Octo Finissimo, je vois très précisément de quoi il s'agit. Autant la Grand Seiko dont tu parles, je ne vois pas du tout. Et c'est ça qui est passionnant et je vais me régaler. Alors c'est vrai que là, tu es sur des budgets qui sont à 3 fois, 4 fois, 5 fois ce que tu as avec ta Grand Seiko. Mais bon, on a bien compris que Morgane, il s'arrachait pour rentrer des ronds. Il est entrepreneur, il prend des risques. Bah, quand on prend des risques et que ça paye, on a l'opportunité de se faire plaisir, toi avec des toquantes, ou ce sera avec autre chose, et sinon tu te feras faire un autre beau tatouage. Alors c'était prévu cette année, hein. L'idée c'est de combler ce trou-là. Hein. Ouais, mais si tu mets le logo Daily Shoes, tu me dis avant quand même. Les amis, je vous avais dit que ça allait être un grand et magnifique épisode. Il faut qu'on le libère, Morgane, parce que figurez-vous, il a 5 heures de live ce soir sur Twitch. Morgane, merci beaucoup. Merci à toi, Xavier. Les amis, on s'est régalé. Si vous voulez participer, vous faites comme Morgane. Alors non, vous ne faites pas comme Morgane, parce que Morgane m'a contacté sur Instagram. C'est pas pratique du tout. Le plus simple, c'est www.dailyshoes.fr. Vous remplissez le formulaire, vous me dites de quoi vous voulez parler, et puis après, on enchaîne, on discute, on voit comment on peut faire. Vous venez sur le canapé, on passe un bon moment. Vous avez bien compris qu'on parle de passion horlogère, mais aussi de qu'est-ce qui nous anime autour de tout ça. T'as passé un bon moment? Excellent. Moi, je me suis éclaté comme d'habitude, les amis. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut. On va parler de jeux vidéo ou de... Moi, j'aimerais bien te parler de Pac-Man, Defender, Dragon's Lair et tous ces trucs-là des années 80, quoi. Je connais de nom, mais j'y ai jamais joué. Je suis encore un petit jeune, les amis, quoi.